Personne, à Haven, n'était plus ravi d'évoluer que Beach Jernigan. Si les Topping Knockers de garde lui étaient apparus en personne, portant des armes nucléaires et proposant qu'il en plante une dans chaque des 7 plus grandes villes du monde, Beach aurait sauté sur le téléphone pour retenir ses places d'avion. Même à Haven, où la ferveur silencieuse était devenue un vrai mode de vie, le fanatisme de Beach tranchait par son extrémisme. S'il avait soupçonné le moins du monde Gardiner de nourrir des doutes croissants, il l'aurait éliminé, définitivement, immédiatement, tout de suite, et même avant. Beach avait ses raisons. En mai, peu après l'anniversaire de Hilly Brown, en fait, Beach attrapa une mauvaise toux qui ne céda pas. C'était inquiétant parce qu'il n'avait ni fièvre ni rhume. Ce fut encore plus inquiétant quand il se mit à cracher un peu de sang. Quand vous dirigez un restaurant, il est fortement déconseillé de tousser. Les clients n'aiment pas ça. Ça les rend nerveux. Tôt ou tard, quelqu'un vous signale au service d'hygiène et ils peuvent fermer l'établissement une semaine ou plus en attendant d'avoir les résultats des analyses. Le Haven Lunch était une petite affaire qui tournait bien, sans plus. Beach y travaillait 12 heures par jour pour en retirer 75 $ par semaine, et si l'endroit n'avait pas été sien et libre de toute dette, il serait mort de faim. Et Beach ne pouvait se permettre de voir son établissement fermé une semaine en été. L'été n'était pas encore là, mais il arrivait à grands pas. Il alla donc voir le vieux docteur Warwick. Le docteur l'envoya à l'hôpital de Derry pour une radio des poumons, et quand la radio fut faite, le docteur l'étudia pendant 20 longues secondes, puis il appela Beach, et quand Beach arriva, Doc lui dit « J'ai de mauvaises nouvelles pour vous, Beach. Asseyez-vous. » Beach s'assit. Il eut l'impression que s'il n'avait pas eu de fauteuil, il serait tombé par terre. Toute force avait fui ses jambes. Aucune télépathie à Haven en ce mois de mai. Pas plus en tout cas que la télépathie ordinaire que les gens utilisent tout le temps. Mais Beach n'avait besoin de rien d'autre que cette télépathie ordinaire. Il sut ce que le docteur Warwick allait lui dire avant même qu'il ne l'ait dit. Non, pas la tuberculose. La maladie qu'on imaginait avec un grand C, le cancer du poumon. Mais c'était en mai. Maintenant, en juillet, Beach était en pleine forme. Le docteur Warwick lui avait dit qu'il devait s'attendre à entrer à l'hôpital avant le 15 juillet, mais il était toujours là, mangeant comme un ogre, la plupart du temps excité comme un lapin, et prêt à défier Bobby Termin à la course. Il n'était pas retourné à l'hôpital pour d'autres radios. Il n'avait pas besoin de preuves que la grosse tache sombre sur son poumon gauche avait disparu. De toute façon, s'il avait voulu une radio, il aurait pris un après-midi et construit lui-même un appareil de radiographie. Il savait exactement comment faire. Mais maintenant, après l'explosion, il fallait construire d'autres choses, faire d'autres choses, et vite. Ils se consultèrent, tous ceux du village. Ils ne se retrouvèrent pas comme pour une assemblée municipale, c'était tout à fait inutile. Beach continua à faire griller des hamburgers au Haven Lunch. Nancy Voss a trié des timbres à la poste. Maintenant que Joe était mort, la poste était au moins un lieu où elle pouvait se rendre et penser à lui, même le dimanche. Bobby Trémin resta sous son Challenger, où il installait un système de recyclage des gaz qui lui permettrait de ne consommer que moins de 4 litres de carburant aux 100 km. Ce n'était pas la pilule d'essence de Bobby, pas vraiment, mais presque. Newt Beringer, qui savait très bien qu'il n'y avait pas une seconde à perdre, se rendit chez les Applegate aussi vite qu'il l'osa. Mais quoi qu'ils fissent ou qu'ils fussent, ils étaient ensemble, réseau de voix silencieuses, ces voix qui avaient tellement effrayé Ruth. Moins de 45 minutes après l'explosion, 70 personnes étaient réunies chez Henry Applegate. Henry possédait l'atelier le plus vaste et le mieux équipé du village, maintenant que la station Shell s'était essentiellement reconvertie en atelier de réparation et de mise au point. Christina Lindley, qui avait remporté le second prix du 14e concours annuel de photographie de l'État du Maine l'année précédente, bien qu'elle n'eût que 17 printemps, revint presque 2 heures plus tard, effrayée, hors d'haleine, et assez sexy pour dire la vérité, d'avoir circulé sur l'engin de Bobby Trémin à une vitesse qui atteignait parfois 180 km/h. Quand Bobby lançait son Dodge à fond, il n'avait rien d'un trouillard. On l'avait envoyé prendre 2 photos de la tour de l'horloge. C'était un travail délicat, puisque la tour étant maintenant réduite à des morceaux épars de briques, de maçonnerie et d'horloge, cela revenait à photographier une photographie. À toute vitesse, Christina avait feuilleté un recueil de photos du village. Newt lui avait dit mentalement où le trouver, dans le bureau de Ruth McCausland. Elle écarta 2 clichés parce que, bien que bons, ils étaient en noir et blanc. Le but était de construire une illusion, un clocher que les gens pourraient regarder, mais, si vous voulez, un clocher à travers lequel un avion pourrait passer sans dommage. En d'autres termes, il voulait projeter un gigantesque hologramme dans le ciel. Un bon truc.
Il fut un temps où Hillybron aurait envié leur idée. Alors que Christina commençait à perdre espoir, elle trouva une merveilleuse photo de l'hôtel de ville de Haven avec la tour au premier plan, et prise sous un angle qui montrait deux de ses côtés. Formidable. Ça leur donnerait la perspective dont ils avaient besoin. Les annotations précises de Ruth sous la photo disaient qu'elle venait du magazine Yankee daté de mai 87. « Il faut qu'on y aille, Chris », avait dit Bobby, en parlant sans même se donner la peine d'ouvrir la bouche. Il dansait impatiemment d'un pied sur l'autre, comme un petit garçon qui veut faire pipi. « Oui, d'accord, mais ça... » Elle s'interrompit. « Oh, dit-elle, oh mon Dieu !» Bobby Trémin s'approcha. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle montra la photo. « Oh, merde !» cria tout haut Bobby Trémin, et Christina opina du chef. À 7 heures, ce soir-là, ayant travaillé vite et silencieusement, si l'on nommait quelques grognements de mauvaise humeur occasionnels, et émis par tel ou tel qui trouvait que tel autre ne travaillait pas assez rapidement, ils avaient construit quelque chose qui ressemblait à un gigantesque projecteur de diapositives juché sur un aspirateur industriel. Ils le testèrent. Un visage de femme immense et comme sculpté dans la pierre apparut au-dessus du champ de Henri. L'assistance rassemblée regarda en silence cet effet d'optique, ressuscitant en 3 dimensions la grand-mère de Henry Applegate. Ils étaient satisfaits, la machine fonctionnait. Dès que la gamine apporterait la photographie, en fait les photographies, puisqu'ils avaient naturellement besoin d'une vue de divers côtés de l'hôtel de ville, ils pourraient... Alors leur parvint la voix de Christina, faible, mais amplifiée par le cerveau de Bobby Trémin. Mauvaise nouvelle. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Kyle Archambault à Newt. « J'ai pas tout compris. »« Bah t'es sourdingue ou quoi » lança Andy Baker. « Nom de Dieu, la population des 3 comtés a entendu le bang quand cette salope a fait sauter le toit. Si je la tenais... » commença-t-il en brandissant les poings. « Oh, ça suffit tous les deux, » dit Hazel McCready en se tournant vers Kyle. « Cette gamine a fait du très bon boulot. » Elle projetait délibérément sa pensée aussi fort qu'elle le pouvait, dans l'espoir, tout en expliquant la situation à Kyle Archambault, d'atteindre aussi Christina Lindley pour lui remonter le moral. La jeune fille avait, pensé, paru déboussolée, presque hystérique, et elle ne leur servirait à rien dans cet état. Elle ficherait même tout par terre, et ils n'avaient pas le temps de se permettre des erreurs. « Bah c'est pas de sa faute si on peut voir l'heure sur l'horloge de la photo. »« Mais qu'est-ce que vous voulez dire » demanda Kyle. « Eh bien, elle a trouvé une photo en couleur prise sous un angle qui n'aurait pu être meilleur, dit Hazel. Et ce sera parfait, aussi bien de l'église que du cimetière, et il n'y aura qu'une légère distorsion depuis la route. Il faudra seulement éviter que des étrangers fassent le tour par l'arrière pendant 1 ou 2 jours, jusqu'à ce que Chris trouve un cliché qui permette de voir la tour sous un autre angle. Mais comme ils ne s'intéresseront qu'à la chaudière et à Ruth, je crois que nous pourrons nous en sortir comme ça. Ferme-t-on les routes demanda-t-elle à Newt. Oh oui, travaux sur les égouts, dit-il sans hésiter. Simple comme bonjour. Mais je comprends pas où est le problème, dit Kyle. Hein, c'est peut-être ben toi le problème, pauvre connard, dit Andy Baker. Kyle se retourna brusquement vers le mécanicien et Newt intervint. Oh, arrêtez tous les deux, dit-il avant de s'adresser à Kyle. Le problème, c'est que Ruth a fait sauter la tour de l'hôtel de ville à 3h05 cet après-midi. Sur la seule bonne photo que Christina ait pu trouver, on peut voir l'heure sur l'horloge. Hein, et elle marque 10h moins le quart. Eh oui, dit Kyle, dont la sueur rendit le visage luisant au point qu'il dut s'éponger de son mouchoir. Oh merde. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On improvise, dit calmement Hazel. Quelle salope, s'écria Andy. Je la tuerais si qu'elle serait déjà pas morte. Tout le monde l'aimait au village, dit Hazel. Mais tu le sais, Andy. Ouais, mais j'espère que le diable l'a fait rôtir sur une grande broche. Andy éteignit le gadget. La grand-mère de Henry disparut. Hazel se sentit soulagée. Il y avait quelque chose d'un peu fantomatique dans la vue d'une femme au visage ridé, flottant au-dessus du champ de Henry, avec les vaches, qu'on aurait d'ailleurs dû rentrer à l'étable depuis longtemps, qui déambulaient à travers elle en broutant, ou disparaissaient dans la grosse broche ancienne que la grand-mère portait pour fermer son corsage au ras du cou. « Oh, tout ira bien, » dit soudain Bobby Anderson dans le silence. Et tout le monde, y compris Christina Lindley qui était revenue, entendit et se sentit soulagé. « Ramène-moi à la maison, » dit Christina à Bobby Trémin. « Vite, je sais ce qu'il faut faire. »« C'est comme si tu y étais, » dit-il, en la prenant par le bras et en la tirant vers la porte. « Attends, » dit-elle. « Quoi ? Bah, est-ce que tu ne crois pas que je ferais mieux de prendre la photo ?» termina-t-elle. « Oh merde » dit Bobby en se frappant le front.
Pendant ce temps, Dick Allison, le chef des pompiers volontaires de Haven, était assis dans son bureau, suant à grosses gouttes en dépit de l'air conditionné, et répondait aux coups de téléphone. Le premier émanait du maire de Troyes, le second du chef de la police d'Unity, le troisième de la police de l'État, le quatrième d'Associated Press. Il aurait probablement sué de toute façon, mais si l'air conditionné ne lui était d'aucun secours, c'était surtout parce que la porte du bureau avait été arrachée de ses gonds par le souffle. Le plâtre des murs était tombé, laissant apparaître des lattes de bois ressemblant à des côtes pourries. Allison, assis au milieu de cette désolation, disait à ceux qui appelaient que, bien sûr, il y avait eu une grosse explosion, et il semblait bien qu'ils aient probablement à déplorer un mort, mais que ça se révélait loin d'être aussi terrible qu'on aurait pu le croire au bruit. Tandis qu'il débitait ses conneries au type du Daily News de Bangor, John Leandro, un panneau du plafond en liège lui tomba sur la tête. Dick l'envoya au loin d'un revers de main en poussant un grognement bestial. Il écouta, rit et dit que c'était juste le tableau de service. Ce foutu truc était encore tombé. C'étaient les ventouses au dos, vous savez. Enfin, les petites économies reviennent cher. Sa mère l'avait pourtant prévenu. Il parla encore 5 minutes et finit par laisser Leandro qui prit congé. Alors que Dick raccrochait, presque tout le plafond du couloir devant sa porte s'effondra en un bruit poudreux. « Nom de Dieu de bordel de merde !» hurla Dick Allison, en abattant aussi fort qu'il le put son poing gauche sur son bureau. Il était tellement furieux qu'il ne se rendit même pas compte qu'il s'était cassé les 4 doigts. Si quiconque était rentré dans son bureau à cet instant, Allison lui aurait ouvert la gorge et se serait rempli la bouche de sang chaud qu'il aurait recraché au visage du mourant. Il cria et jura, il trépigna même, comme un enfant en pleine colère, parce qu'on ne veut pas qu'il sorte. Il avait tout d'un enfant. Mais il avait l'air aussi très dangereux. Les Topic Knockers, les esprits frappeurs. Entre 2 coups de téléphone, Dick se rendit dans le bureau de Hazel, trouva du Midol dans son tiroir et en prit 6 comprimés. Puis il banda très serré sa main qui enflait et l'élançait, et il l'oublia. S'il avait été encore humain, c'eût été impossible. On n'oublie pas comme ça 4 doigts brisés. Mais il avait évolué, et le pouvoir d'exercer une volonté consciente sur la douleur faisait partie de l'évolution. Ça venait à point. Entre 2 conversations à l'extérieur, et parfois pendant, Dick parlait aux hommes et aux femmes qui travaillaient comme des fous chez Henry Applegate. Il leur dit que 2 flics de l'État viendraient vers 4h30, 5h au plus tard. Est-ce que le projecteur serait prêt d'ici là ? Quand Hazel expliqua le problème, Dick s'emporta à nouveau, plus cette fois par peur que par colère. Quand Hazel expliqua que Christina Lindley était en train de régler le problème, il se calma, un peu. Elle avait une chambre noire chez elle. Elle allait faire un négatif de la photo de Yankee et l'agrandir un peu, non pas parce que ça devait être plus grand pour que le projecteur fonctionne, surtout que trop agrandir donnerait à l'image de la tour un aspect curieusement granuleux, mais parce qu'elle avait besoin d'une image un peu plus grande pour travailler dessus. « Elle va faire un négatif, dit Hazel dans sa tête, puis elle va effacer les aiguilles de l'horloge. Bobby Trémin les remettra en place avec un cutter pour qu'elles indiquent 3h05. Il a une main très sûre et un certain talent. Pour l'instant, c'est surtout sa main sûre qui importe. » « Mais je croyais que quand on tirait un négatif d'un positif, il était flou, dit Allison. Surtout quand le positif était en couleur. Oh, elle a amélioré l'équipement de son labo, dit Hazel. Inutile de préciser que maintenant, Christina Lindley, malgré ses 17 ans, possédait probablement le labo photo le plus moderne du monde. Alors, ça prendra combien de temps ? Oh, elle pense en avoir jusqu'à minuit, dit Hazel. Nom de Dieu de merde, s'écria Dick, si fort que ceux qui se trouvaient dans le champ de Henry grimacèrent. Nous avons besoin d'environ 30 piles de 1,5 V, intervint calmement la voix de Bobby Anderson. Oh, sois un amour et trouve-les, Dick. On comprend pour la police. Fais-leur tout un numéro, d'accord ? Il resta un instant silencieux avant de dire « Ouais, ce seront des bleus de toute façon. »« Ouais, sûrement. Et retire-les. C'est plutôt leur radio qui m'inquiète. Ils n'enverront qu'une équipe, 2 au plus pour commencer. Mais s'ils voient... et s'ils le signalent par radio... » Il y eut un murmure approbateur qui ressembla au bruit de l'océan dans une conque. « Y a-t-il un moyen d'arrêter les transmissions depuis le village ?» demanda Bobby. Andy Baker, radieux, intervint soudain. « J'ai une meilleure idée. Débrouillez-vous pour que Buck Peters remue immédiatement ses grosses fesses jusqu'à la station d'essence. »« Bah oui !» explosa Bobby, ses pensées rendues hyper aiguës par l'excitation. « Formidable, génial. Et quand ils quitteront le village, quelqu'un... enfin, Beach, je crois... » Beach considéra ce choix comme un honneur.
Bent Rod et Jingles Gammons, de la police d'État du Maine, arrivèrent à Haven à 5h15 de l'après-midi. Ils s'attendaient à trouver les restes fumants et sans intérêt d'une explosion de chaudière, un vieux camion de pompiers coupant la rue et 20 ou 30 curieux sur le trottoir. Mais ils découvrirent finalement que tout le clocher de l'hôtel de ville de Haven avait explosé comme une chandelle romaine. Des briques jonchaient la rue, les fenêtres étaient brisées, on retrouvait des membres de poupées dans tous les coins, et beaucoup trop de gens vaquaient à leurs occupations. Dick Allison les accueillit avec une cordialité un peu étrange, comme s'il s'agissait d'un banquet électoral, alors qu'il découvrait une véritable catastrophe. « Mais Dieu du ciel, qu'est-ce qui s'est passé ici » demanda Bent. « Ben, je crois que c'est pire que ce que j'ai annoncé au téléphone, » admit Dick, en regardant la rue jonchée de briques, avec un petit sourire du genre « J'ai été un vilain garçon, tout à fait incongru. » Je me suis dit que personne me croirait. Fallait que vous veniez voir. Je vois, et je n'en crois tout de même pas mes yeux, marmonna Jingles. Les deux policiers avaient jugé que Dick Allison était un minable, probablement un peu cintré. Parfait. Il resta derrière eux à les regarder contempler le désastre. Peu à peu, son sourire se dissipa et son visage se fit glacer. Rod découvrit le bras humain au milieu des petits membres factices. Quand il se retourna vers Dick, son visage était plus blanc que jamais, et il avait l'air beaucoup plus jeune. « Où est Madame Cosland » demanda-t-il d'une voix dont il ne put contrôler le timbre, et qui se brisa sur la dernière syllabe. « Eh ben, vous voyez, je crois que ça pourrait bien être le problème, commença Dick. Vous comprenez ?» Dick parvint en effet à les retenir aussi longtemps que possible dans le village, sans que pourtant cela leur paraisse bizarre. Il était 8h moins le quart quand ils partirent, et le crépuscule tombait déjà. Dick savait aussi que, s'ils ne repartaient pas bientôt, ils commenceraient à s'étonner que les renforts qu'ils avaient demandés ne soient pas encore arrivés. Ils avaient tous deux parlé à la base de Derry au moyen de leur radio de bord, et quand ils avaient raccroché le micro, ils avaient eu le même air perplexe et lointain. Les réponses qu'ils recevaient étaient bonnes, mais la voix leur semblait curieuse. Ni l'un ni l'autre ne s'arrêtèrent pourtant à des détails aussi mineurs, du moins pas tout de suite. Ils devaient faire face à trop de problèmes importants. L'ampleur de l'accident, en premier lieu. Le fait qu'ils avaient connu la victime, en second. Et en troisième lieu, il leur fallait poser les bases d'une affaire potentiellement importante, en essayant de ne pas faire de faux pas qui, plus tard, compliqueraient l'instruction. Et puis, ils commencèrent à ressentir les effets de l'atmosphère de Haven. Ils étaient comme des hommes vitrifiant un parquet dans une pièce sans ventilation, et que les émanations assomment sans même qu'ils s'en rendent compte. Ils n'entendaient pas les pensées, il était trop tôt pour ça, et ils seraient partis avant que ça ne leur arrive, mais ils se sentaient bizarres. Cela les ralentissait, et ce n'était qu'au prix de gros efforts qu'ils parvenaient à exécuter les tâches les plus routinières. Dick Allison lut tout cela dans leurs pensées, tandis qu'ils s'étaient installés en face de l'hôtel de ville pour prendre une tasse de café au Haven Lunch. Enfin bon, ils étaient trop occupés et trop déboussolés pour penser au fait que leur chef de poste, Tug Ellender, n'avait pas la même voix que d'habitude ce soir. La raison de ce changement était très simple. Il ne parlait pas à Tug Ellender. Il parlait à Buck Peters. Leur radio ne les reliait pas à Derry, mais au garage de la station Shell d'Elt Barker, où Buck Peters s'était penché en nage sur un micro, Andy Baker à ses côtés. Buck envoyait des instructions et des informations fraîches depuis la radio d'Andy, une petite chose toute simple qu'il avait assemblée à temps perdu et qui aurait pu contacter Uranus, à condition qu'il y eût là-haut de braves types pour engager le dialogue. Plusieurs villageois se concentraient sur les cerveaux de Bent Rod et Jingles Gabbons. Ils retransmettaient à Buck tout ce qu'ils pouvaient piquer sur Ellender, puisque les flics s'attendaient naturellement à l'entendre. Buck Peters avait des talents d'imitateur. Il remportait toujours un franc succès en imitant le président du moment, sans oublier ses grands classiques comme James Cagney et John Wayne. Rien de génial, mais quand il faisait quelqu'un, on reconnaissait de qui il s'agissait, en général. Qui plus est, ceux qui écoutaient pouvaient indiquer à Buck la façon dont il devait répondre, puisque presque toujours, celui qui parle connaît et a déjà dans la tête la réponse qu'il attend à ses questions et à ses assertions. Si Bent et Jingles marchèrent dans l'imitation, et ils marchèrent presque totalement, ce ne fut donc pas tant grâce au talent de Buck que grâce au fait qu'ils recevaient de Tug les réponses qu'ils attendaient. Andy avait en outre réussi à camoufler la voix de Buck avec un peu de friture, pas autant que Bent et Jingles en auraient sur la route du retour vers Derry, mais assez pour que la voix de Tug soit déformée à chaque fois que leur cerveau s'interrogeait. « Mais ça ne ressemble pas à la voix de Tug, je me demande s'il est enrhumé.
un tant soit peu sur les intonations curieuses de la voix qu'ils entendaient. À 7h15, quand Beach leur apporta une autre tasse de café, Dick lui demanda « Tu es prêt ?»« Oh, que oui !»« Et tu es sûr que ce gadget va marcher ?»« Oh, il marche parfaitement. Tu veux voir ?» demanda Beach d'une voix presque servile. « Non, j'ai pas le temps. Et le daim, tu l'as ?»« Oui. Bill Elderly l'a tué et Dave Rutledge l'a préparé. »« Ok, alors on y va. »« D'accord, Dick. » Beach retira son tablier et l'accrocha à un clou derrière le comptoir. Il retourna la pancarte suspendue au-dessus de la porte pour qu'elle n'indique plus ouvert mais fermé. D'habitude, elle restait suspendue là, sans bouger, mais ce soir, comme la vitre était brisée, elle se soulevait et se tordait dans le léger souffle de vent. Beach s'arrêta et regarda Dick avec une rage concentrée et profonde. « Elle n'avait pas le droit de faire une chose pareille, dit-il. Dick haussa les épaules. Ça n'avait plus d'importance, c'était fait. Elle est partie, c'est tout ce qui compte. Les gosses se débrouillent très bien avec la photo. Quant à Ruth, il n'y a personne d'autre comme elle au village. Mais ce type, chez le vieux Garrick. Oh, il est tout le temps saoul, et il veut déterrer le vaisseau. Non, vas-y, Beach, ils vont bientôt partir, et on veut que ça arrive aussi loin du village que ce sera possible pour toi. Bon, d'accord, Dick, mais fais attention. Oui, oui, mais il faut que nous fassions tous attention maintenant, dit-il en souriant. C'est délicat. Il regarda Beach monter dans son camion et reculer devant le Haven Lunch, dans l'espace réservé depuis 12 ans au vieux pick-up Chevrolet. Alors que le camion s'engageait dans la rue, Beach conduisant lentement et en zigzag pour éviter les morceaux de verre brisés, Dick aperçut la forme sous la bâche sur le plateau du camion, et tout à fait à l'arrière, autre chose, enveloppé dans une feuille de plastique épais, le plus grand daim que Bill Ederly ait pu trouver en aussi peu de temps, alors que la chasse au daim était tout à fait interdite en juillet dans l'état du Maine. Quand le pick-up de Beach fut hors de vue, on pouvait lire sur l'abattant du plateau « Faites l'amour, pas la guerre, préparez-vous aux deux ». Dick revint au comptoir et prit sa tasse. Comme toujours, le café de Beach était fort et bon. Dick en avait bien besoin. Il était plus que fatigué, il était épuisé. Bien qu'il y eût encore de la lumière dans le ciel, et qu'il eût toujours été le genre de type qui trouvait impossible d'aller se coucher avant que l'hymne national ait résonné à la fin du premier programme disponible sur une quelconque chaîne de télévision, il n'avait plus qu'une envie, filer au lit. Ça avait été une journée intense et effrayante, et elle ne se terminerait pas avant que Beach fasse son rapport. Et le bordel que Ruth McCausland avait réussi à semer ici ne serait pas non plus nettoyé avec la disparition des 2 flics. On pouvait cacher beaucoup de choses, mais pas le simple fait que ces flics revenaient de Haven, ou un autre flic, un simple flic de village, c'est vrai, mais un flic était un flic, et celui-là, justement, avait été marié à un gros bonnet de la police d'État, histoire de pimenter le tout, avait disparu de la surface de la Terre. Tout cela signifiait que l'on n'avait pas fini de s'amuser. « Si ça t'amuse, dit amèrement Dick, à personne en particulier, moi pas. » Le café commençait à lui brûler l'estomac, mais il continua à boire, indifférent à l'acide qui le rongeait. Dehors, un puissant moteur se mit à ronronner. Dick se retourna sur son tabouret et regarda les flics qui partaient du village, leurs gyrophares trouant de brefs rayons bleus les ombres noires du désastre. Christina Lindley et Bobby Trémin, côte à côte, fixaient la feuille blanche plongée dans le bain du laboratoire. Ils retenaient leur souffle, guettant l'image qui allait apparaître, ou non. Peu à peu, elle apparut. C'était le clocher de l'hôtel de ville de Haven, en couleur lumineuse et véridique, et les aiguilles de l'horloge marquaient 3h05. Bobby expira très lentement. « Parfait, dit-il. »« Pas tout à fait, rectifia Christina. Il reste un détail. » Il se tourna vers elle, plein d'appréhension. « Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Oh, rien, tout va bien. Mais il nous reste une chose à faire, dit-elle. » Elle n'était pas laide, mais comme elle portait des lunettes et que ses cheveux étaient bruns, elle s'était toujours trouvée laide. Malgré ses 17 ans, elle n'avait jamais eu de petite amie. Maintenant, ses lunettes et la teinte de ses cheveux ne semblaient plus avoir la moindre importance. Elle descendit la fermeture à glissière de sa jupe et la poussa vers le sol, de même que son jupon de rayonne et sa petite culotte de coton, tous deux achetés en solde à Derry. Elle prit avec de grandes précautions la photo mouillée dans son bain et se hissa sur la pointe des pieds pour l'accrocher, ses petites fesses bien serrées. Puis elle se tourna vers Bobby, les jambes écartées. « C'est moi qui ai besoin de faire quelque chose. » Il la prit debout, contre le mur. Quand son hymen éclata, elle lui mordit l'épaule suffisamment fort pour qu'il saigne lui aussi. Et quand ils jouirent tous les deux, ils grognèrent et griffèrent,
et ce fut très très bon. Comme dans le bon vieux temps, se dit Bobby, alors qu'ils se rendaient tous deux chez Applegate sur son engin, et il se demanda ce qu'il voulait exactement dire par là. Puis il décida que de toute façon, ça n'avait vraiment aucune importance. Beach poussa son pick-up Chevrolet grinçant à 100 à l'heure, son maximum. Le vieux Taco faisait partie des quelques engins qu'il n'avait pas réussi à transformer grâce à ses fantastiques nouvelles connaissances. Mais il espérait que le véhicule l'emmènerait aussi loin qu'il le fallait ce soir, et cette fois encore, le bon vieux pick-up, qu'il appelait Betsy, ne le lâcha pas. Quand il eut traversé la ligne de séparation entre Haven et Troyes, sans avoir entendu la sirène ni vu les éclairs bleus du gyrophare derrière lui, il ramena le camion à 80 km/h, avec un grand soulagement, car le moteur chauffait. Et pour traverser Newport, il ralentit même encore de 10 km/h. Le soir était presque tombé. Il entrait sur le territoire de la commune de Derry et commençait à se demander, avec quelque inquiétude, si ces foutus flics n'avaient pas pris une autre route. Ce qui semblait improbable, puisque c'était le chemin le plus rapide, mais, nom de Dieu, où étaient-ils quand il entendit le murmure de leurs pensées. Il se gara, et dans le silence, la tête renversée en arrière, les yeux mi-clos, il écouta, pour être sûr. Sa bouche, curieusement informe et plissée, à cause des dents qui manquaient, était celle d'un homme beaucoup plus vieux. Il était question de taches de rousseur, de Ruth. Oui, c'était bien eux. Les pensées lui parvenaient plus clairement. On pouvait voir les taches de rousseur, même à travers le sang, entendait-il. Et Beach hocha la tête. Oui, c'était bien eux, ils arrivaient vite. Il avait le temps, mais il lui fallait quand même se presser. Beach fit quelques centaines de mètres, prit un tournant, et vit la dernière longue ligne droite de la route numéro 3 qui menait à Derry. Il fit pivoter son pick-up et l'arrêta en travers de la route. Puis il retira la bâche qui recouvrait l'engin installé sur le plateau, ses doigts s'acharnant nerveusement sur les nœuds des cordes, tandis que le volume des voix s'amplifiait dans sa tête. Quand la lumière bleue éclaboussa les arbres de son côté du tournant, Beach baissa la tête. Il chercha les 6 transformateurs pour train électrique qu'il avait cloués à un tableau. Le tableau, pour qu'il ne glisse pas, était fixé par des écrous au plateau du camion, et il les alluma l'un après l'autre. Ils émirent un ronronnement qui s'enfla peu à peu, puis ce bruit, comme tous les autres, fut noyé dans le crissement des freins et des pneus. Une lumière d'un blanc éblouissant, transpercée de flashs bleus, inonda le plateau du pick-up, et Beach s'écrasa sur le fond, les mains sur la tête, se disant qu'il avait tout gâché, qu'il s'était garé trop près de ce tournant aveugle, et qu'ils allaient s'écraser sur son camion. Il se pourrait qu'il ne soit pas blessé, et que lui soit tué, et il trouverait les restes de son fusil, et dirait « Non mais, qu'est-ce que c'est que ça ?»« T'as tout gâché, Beach, ils t'ont sauvé la vie, et t'as tout gâché, maudit sois-tu !» Puis le crissement des pneus cessa. L'odeur de caoutchouc brûlé était si forte qu'elle donnait la nausée, mais le choc qu'il avait redouté n'avait pas eu lieu. Les lumières bleues continuaient leur pulsation régulière. Une radio fit entendre de la friture. Il perçut très faiblement la voix enrouée d'un des flics qui disait « Qu'est-ce que c'est que cette merde encore ?» Tout tremblant, Beach se redressa imperceptiblement pour jeter un coup d'œil au-dessus de la ridelle de son camion. Il vit la voiture arrêtée au bout d'une longue paire de traces de dérapage noir. Même à la faible lueur des étoiles, ses marques se détachaient clairement. La voiture était arrêtée en biais, à moins de 3 mètres. S'ils avaient fait ne serait-ce que 10 km/h de plus, mais ce n'était pas le cas. Des bruits, le double claquement de leurs portes qui se refermaient après qu'ils furent descendus de leur voiture, le lointain ronronnement monotone des transformateurs qui faisaient marcher son gadget, un gadget qui n'était pas tellement différent de ceux que Ruth avait implantés dans le ventre des poupées, et un zonzonnement sourd, des mouches. Elle sentait le sang sous la feuille de plastique, mais n'arrivait pas jusqu'à la carcasse du daim. « Votre tour viendra bientôt, se dit Beach en souriant. Mais il faut vous faire une raison, vous ne goûterez pas à ces 2 gars. J'ai vu ce camion à Haven, Bent, dit le flic à la voix enrouée. Il était garé devant le restaurant. Beach fit légèrement pivoter le tuyau d'égout. Il regarda dedans. À l'autre bout, il voyait les 2 flics. Même si l'un d'eux s'écartait un peu de l'axe de tir, ça ne faisait rien. On pouvait compter sur un léger évasement de l'effet produit. Éloignez-vous de la voiture, les gars, pensa Beach, en prenant le carillon de porte Western Auto et en posant le pouce sur le bouton. Son sourire dévoilait des gencives roses. Je ne veux pas toucher la voiture. Écartez-vous, d'accord? Y a quelqu'un? Dit l'autre flic. Y a les Tommy Knockers, les esprits frappeurs, couillons de fouille merde, se dit Beach. Et il se mit à glousser de rire. Il ne put s'en empêcher. C'était peut-être tout aussi bien, parce qu'ils se regardèrent et s'avancèrent vers le camion en dégainant leurs revolvers.
vers le camion et loin de la voiture. Beach attendit d'être certain que le véhicule ne serait pas touché. On lui avait bien dit de ne pas endommager la voiture de police, et il ne voulait même pas qu'il manque une couche de chrome sur le pare-choc. Quand les flics furent à la place idéale, Beach pressa le bouton du carillon de porte. « C'est le plombier, flic à la manque, » se dit-il. Et cette fois, il ne se contenta pas de glousser, il poussa un cri de joie. Un épais tentacule de feu vert jaillit dans le noir, saisit les 2 policiers et les enveloppa. Beach vit plusieurs étincelles d'un jaune brillant dans le rayon vert, et il comprit que l'un des flics avait tiré à plusieurs reprises avec son arme. Beach sentait l'odeur de brûlé dégagée par les transformateurs. Il y eut un pop, et des gerbes d'étoiles virevoltantes jaillirent de l'un d'eux. Quelques étoiles atterrirent sur son bras, brûlantes, et il les brossa du revers de la main. Le feu vert sortant du tuyau d'égout s'éteignit. Les policiers étaient partis, enfin presque partis. Beach sauta par-dessus l'abattant du camion et se précipita. On n'était pas sur une autoroute, ça non, et personne des environs n'aurait l'idée d'aller à Derry à une heure pareille pour faire des courses. Mais quelqu'un ne manquerait pas de passer par là tôt ou tard, et il ne devrait pas... Sur la chaussée, une chaussure toute seule fumait. Il la ramassa et faillit la laisser tomber. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi lourde. Il comprit pourquoi, en regardant à l'intérieur, elle contenait encore un pied vêtu de sa chaussette. Beach lança la chaussure dans la cabine du camion. Il s'en débarrasserait une fois de retour au village. Inutile de l'enterrer, on avait maintenant des moyens plus efficaces de se débarrasser des choses à Haven. Si la mafia savait ce qu'on a ici, nous autres, pauvres pecnos de Yankees, je crois bien qu'elle voudrait nous acheter les brevets, se dit Beach en gloussant bêtement. Il retira les clavettes de l'abattant arrière, qui s'ouvrit avec un grincement de charnière rouillée, puis il attrapa la carcasse du daim enveloppée de plastique. Qui avait eu cette idée? Il se le demandait. Le vieux Dave? Ça n'avait guère d'importance. À Haven, toutes les idées devenaient communes. Le paquet enveloppé de plastique était lourd et encombrant. Beach entoura de ses bras les pattes arrière de la bête et tira. Le daim tomba du camion et sa tête heurta la chaussée. Beach regarda à nouveau de chaque côté de la route, dans la crainte qu'apparaissent des lueurs de phare au loin, mais ne vit rien venir, et traîna le daim aussi vite qu'il le put de l'autre côté de la route. Il le laissa tomber avec un grognement, retourna la carcasse pour la dégager du plastique. Le daim apparut. Il avait été très soigneusement saigné et nettoyé. Beach le souleva dans ses bras. Ses tendons saillirent sur son cou comme des câbles. Ses lèvres retroussées auraient montré ses dents s'il lui en était resté dans les gencives. La tête du daim, avec ses bois à moitié poussés, pendait sur l'avant-bras droit de Beach. Les yeux vitreux de la bête regardaient la nuit. Beach fit 3 pas en titubant vers le bord de la route et lança le daim dans le fossé où il s'abattit avec un bruit mou. Beach s'écarta, ramassa le plastique et le rapporta vers le camion, où il le roula bien serré avant de le glisser sous le siège du passager. Il aurait préféré le mettre sur le plateau parce qu'il puait pas mal, mais il risquait de s'envoler et quelqu'un pourrait le trouver. Beach sauta sur son siège et, avec une petite grimace, écarta de sa poitrine sa chemise imbibée de sang. Il se changerait dès qu'il rentrerait chez lui. Il lança le moteur du pick-up, recula et braqua jusqu'à ce qu'il se retrouve l'avant pointé vers Haven, puis il s'arrêta une seconde, photographiant mentalement la scène, essayant de voir si l'histoire qu'elle suggérait était bien celle qu'il était censé raconter. Il conclut par l'affirmative. Il y avait une voiture de flic au milieu de la route, au bout d'une longue traînée de dérapage, moteur éteint, gyrophare allumé, et la carcasse d'un gros daim dans le fossé. Ça ne pourrait pas passer inaperçu bien longtemps, en plein mois de juillet. Quelque chose dans cette scène pouvait-il faire penser à Haven? Beach ne le pensait pas. C'était l'histoire de 2 flics revenant chez eux après avoir enquêté sur un accident qui n'avait fait qu'un mort. Ils étaient tombés par hasard sur une bande de braconniers transportant un daim. Qu'était-il advenu des flics? Bonne question. Et les réponses possibles deviendraient de plus en plus inquiétantes au fil des jours. Il y avait des braconniers dans l'histoire, des braconniers qui avaient peut-être été saisis de panique, avaient abattu les 2 flics et les avaient ensuite enterrés dans les bois. Mais Haven... Beach pensait franchement que tout le monde croirait que Haven n'avait rien à voir là-dedans, que cette piste était de loin la moins intéressante. Il vit des phares dans son rétroviseur. Il démarra lentement et contourna la voiture de police. Le gyrophare le bégua d'une demi-douzaine d'éclairs bleus avant qu'il s'en soit écarté suffisamment. Beach regarda sur sa droite, vit la chaussure noire réglementaire avec le bout de chaussette bleue réglementaire qui en sortait comme une queue de cerf-volant et ricana. Je parie que quand t'as mis cette godasse ce matin, monsieur le malin de flic, tu savais pas où elle allait finir ce soir. Beach Jernigan ricana à nouveau et passa la seconde.
non sans un grincement et une forte secousse. Il rentrait chez lui gonflé à bloc. Il ne s'était jamais senti aussi bien de toute sa vie. À la une du Daily News de Bangor, le 25 juillet 1988. 2 policiers disparaissent à Derry. Chasse à l'homme dans toute la région, par notre envoyé spécial David Bright. La nuit dernière, à Derry, la découverte, peu après 21h30, d'une voiture de police abandonnée a déclenché la deuxième grande battue de l'été dans le centre-est du Maine. La première avait été organisée à la suite de la disparition du petit David Brown, âgé de 4 ans et originaire de Haven, que l'on n'a toujours pas retrouvé. L'ironie du sort fait que les 2 officiers de police, Benton Rodd et Peter Gabbons, au moment de leur disparition, revenaient justement de Haven, où ils avaient mené une enquête préliminaire sur une explosion de chaudière qui avait entraîné la mort d'une personne. Voir notre article sur cette même page. Aux dernières nouvelles, nous a confié un policier, la pire des constatations qui ait pu être faite pour l'instant serait la découverte d'un cadavre d'Indien abattu, saigné et vidé près de la voiture abandonnée, ce qui laisserait supposer que... « Hé, regardez un peu ça !» dit Beach à Dick Allison et à Newt Beringer, attablés au Haven Lunch devant une tasse de café le lendemain matin. Ils lisaient le journal qui venait d'arriver. « Et nous qui pensions que personne ne ferait le rapprochement, bon Dieu !»« Oh, pas de panique !» dit Newt, et Dick approuva. « Personne ne va mettre dans le même sac la disparition d'un gamin de 4 ans, qui s'est probablement juste égaré dans les bois et s'est fait enlever par un maniaque sexuel, et la disparition de 2 gros flics de l'État. Hein, Dick ? Ouais, personne. » Erreur. À la une du Daily News de Bangor, ce même jour, en bas de page. Le constable tué dans un horrible accident était une des figures marquantes de la commune de Haven, par John Leandro. Ruth McCausland, une des 3 femmes constables du Maine, est morte hier dans son village de Haven. Elle avait 50 ans. Richard Allison, chef des pompiers bénévoles de Haven, a expliqué que Mme Causland semble avoir été tuée quand des émanations de fioul, qui s'étaient concentrées dans le sous-sol de l'hôtel de ville à la suite du mauvais fonctionnement d'une vanne, ont explosé. Selon M. Allison, l'éclairage du sous-sol, où sont entreposées beaucoup des archives du village, n'était pas très bon. Alors, elle a peut-être gratté une allumette, dit-il. C'est du moins l'hypothèse que nous retenons pour l'instant. Interrogé sur la possibilité d'un incendie criminel, M. Allison a déclaré que cela n'avait pas été envisagé, mais il a admis que la disparition des 2 policiers envoyés pour enquêter sur l'affaire, voir l'article ci-dessus, pouvait susciter de nouvelles interrogations. Comme aucun des 2 enquêteurs n'a pu faire de rapport, je pense que nous aurons la visite des inspecteurs de la brigade des pompiers de l'État. Mais pour l'instant, j'espère surtout que les 2 policiers disparus seront retrouvés en bonne santé. Newton Beringer, l'administrateur de Haven, a exprimé la profonde douleur causée à tout le village par la mort de Mme Causland. « C'était une grande dame, dit M. Beringer, et nous l'aimions tous. » D'autres personnes du village, dont plusieurs en larmes, se sont fait l'écho de ce deuil en évoquant Mme Causland. Elle était au service du petit village de Haven depuis... C'est évidemment Eve, le grand-père de Hilly, qui fit le rapprochement. Eve Hillman, qu'on aurait à juste titre pu considérer comme le village en exil. Eve Hillman qui était revenue de la Seconde Guerre mondiale avec 2 petites plaques d'acier vissées dans le crâne à cause d'une grenade allemande qui avait explosé près de lui pendant la bataille des Ardennes. Il avait passé le lundi matin, suivant le dimanche cataclysmique de Haven, au même endroit que tous ses autres matins depuis son exode, dans la chambre 371 de l'hôpital de Derry à surveiller Hilly. Il avait loué une chambre un peu plus loin sur Lower Main Street et y passait ses nuits presque blanches, après que les infirmières l'eurent finalement mis à la porte. Parfois, il restait allongé dans l'obscurité et pensait qu'il entendait des voix étouffées dans les canalisations. Alors il se disait « Bah, tu deviens fou, mon vieux !» Mais il savait qu'il ne devenait pas fou. Parfois, il souhaitait pourtant que ce fût le cas. Il avait tenté de dire à certaines des infirmières ce qu'il pensait de la disparition de David, ce qu'il savait être arrivé à David. Elles avaient pitié de lui. Au début, il ne s'en était pas rendu compte. Ses yeux ne s'étaient ouverts qu'après qu'il eut commis l'erreur de parler au reporter. C'est ça qui lui avait ouvert les yeux. Il pensait que les infirmières l'admiraient pour son assiduité auprès de Hilly, et qu'elles le plaignaient parce que l'esprit de Hilly semblait leur échapper, mais c'est aussi qu'elles le croyaient fou. Les petits garçons ne disparaissaient pas pendant un tour de magie exécuté dans un jardinet. Inutile même d'avoir fréquenté l'école d'infirmière pour savoir ça. Au bout de quelque temps, seul, à Derry, torturé d'inquiétude pour Hilly et David, de mépris pour ce qu'il considérait comme de la lâcheté de sa part et de crainte pour Ruth McCausland et tous ceux de Haven, Eve s'était mis à boire quelques verres au bar à mi-chemin entre l'hôpital et sa chambre meublée.
En bavardant avec le barman, il avait entendu parler de John Smith, un type qui avait enseigné dans le village de Cliffs Mills pendant un temps et qui était resté des années dans le coma. Il s'était réveillé avec une sorte de don psychique, mais voici qu'il y a quelques années, il était devenu fou, et il avait tenté d'assassiner un certain Stilson, haut fonctionnaire originaire du New Hampshire. Je ne sais pas s'il avait vraiment un don psychique ou non, commenta le barman en servant une nouvelle bière à Eve. Je crois plutôt que tout ça, c'est juste de la frime. Mais si vous avez une histoire incroyable à raconter, Eve avait suggéré que son histoire relèguerait les horreurs d'Amityville au rang des contes pour enfants. Alors il faut vous adresser à Bright, un journaliste du Daily News de Bangor. C'est lui qui a raconté l'histoire de Smith dans le journal. Il passe par ici de temps à autre pour boire une bière, et je vous assure, monsieur, lui, il croyait que Smith avait un don. Eve avait bu 3 bières à la file, très vite, juste assez, en d'autres termes, pour croire qu'il existait des solutions simples. Il entra dans la cabine téléphonique, aligna ses pièces sur le rebord métallique et appela le Daily News de Bangor. David Bright était là, et Eve lui parla. Il ne lui raconta rien, pas au téléphone, mais il dit qu'il voulait le mettre au courant d'une histoire qu'il ne comprenait pas vraiment, mais dont il pensait qu'il faudrait informer les gens, et vite. Bright eut l'air intéressé. Il sembla même plein de sympathie. Il demanda à Eve quand il pourrait venir à Bangor. Le fait que Bright n'ait pas proposé de venir à Derry pour interroger le vieil homme aurait dû faire comprendre à Eve qu'il avait surestimé à la fois l'intérêt et la sympathie du journaliste. Et Eve proposa de se déplacer le soir même. « Je reste encore ici pendant 2 heures, répondit Bright. Est-ce que vous pouvez passer avant minuit, monsieur Hillman ? Oh, et comment s'exclama le vieil homme avant de raccrocher. Quand il sortit du bar, Wally's Spa, une petite flamme brillait dans ses yeux, et il sentait comme des ressorts sous ses chaussures. Il avait l'air 20 ans plus jeune que l'homme qui était entré, entraînant les pieds. Mais il y avait 40 kilomètres jusqu'à Bangor, et l'effet des 3 bières se dissipa. Quand Eve arriva devant le bâtiment du Daily News, il n'était plus ivre du tout. Pire, sa tête était douloureuse et son esprit confus. Il se rendit parfaitement compte qu'il racontait mal l'histoire, qu'il tournait en rond autour du spectacle de prestidigitation, de l'attitude de Hilly, de sa certitude que David Brown avait vraiment disparu. Il finit par s'arrêter, enfin il ne s'arrêta pas vraiment, c'est le flot de plus en plus bourbeux de ses paroles qui finit par se tarir. Bright tapotait le côté de son bureau avec un crayon, il ne regardait pas Eve. En fait, vous n'avez pas vraiment regardé sous l'estrade tout de suite, monsieur Hillman ? Non, non, répondit-il, mais... Maintenant Bright l'observait, l'air gentil, mais Eve lut sur son visage une expression qui lui ouvrit les yeux. Le journaliste pensait qu'Eve était complètement cinglée. Monsieur Hillman, tout cela est très intéressant. Oh, ça n'a pas d'importance, dit Eve en se levant. Il entendait à peine les imprimantes qui tapaient, les téléphones qui sonnaient, les gens qui marchaient en tous sens dans la salle de rédaction, les bras chargés de journaux. Il savait seulement que minuit avait sonné, qu'il était épuisé et malade de peur, et que ce type le croyait fou. Non, ça n'a pas d'importance, répéta-t-il. Mais il est tard. J'imagine que vous voulez rentrer chez vous pour retrouver votre famille. Monsieur Hillman, mettez-vous à ma place, et vous comprendrez que... Oui, c'est ce que je fais, dit Eve. Pour la première fois, je crois. Il faut que je parte, monsieur Bright. J'ai une longue route qui m'attend, et les visites sont autorisées à partir de 9 heures à l'hôpital. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Il sortit très vite, se souvenant avec fureur de ce dont il aurait dû se souvenir dès le début. Les vieux fous sont les plus fous des fous, et sa prestation de ce soir l'avait classé en tête de tous les vieux fous du monde. Bon, voilà ce qui arrivait quand on essayait de raconter aux gens ce qui se passait à Haven. Il était vieux, mais jamais plus il ne supporterait qu'on le regarde ainsi. Jamais plus de toute sa vie. Cette grande résolution ne tint que 56 heures, jusqu'à ce qu'il ait lu les titres des journaux du lundi. En les regardant, il se dit qu'il devait aller voir l'homme chargé de l'enquête sur la disparition des 2 policiers. Le Daily News disait qu'il s'appelait Dugan et signalait qu'il avait également bien connu Ruth McCausland, que même, bien qu'il fût chargé d'une affaire extrêmement grave, il prendrait le temps de prononcer quelques mots aux funérailles de cette dame. Eve pensait qu'il avait dû la connaître foutrement bien. Mais en cherchant en lui la flamme et l'excitation de l'autre nuit, il ne trouva que la peur et le désespoir. Les 2 articles de la une lui avaient retiré le peu de courage qui lui restait. Haven devient un nid de serpents, et maintenant les serpents commencent à piquer. Il faut que j'en convainque quelqu'un, mais comment ? Comment est-ce que je vais convaincre quiconque que les habitants communiquent par télépathie, et Dieu sait quoi encore ? Comment, alors que je me souviens à peine de la manière dont j'ai compris qu'il se passait quelque chose ? Comment, alors que je n'ai jamais vraiment rien vu en personne ? Comment ?
Et surtout, comment est-ce que je peux faire alors que tout ça saute aux yeux et qu'il ne voit rien? Tout un village devient fou à quelques kilomètres d'ici et personne n'a la moindre idée de ce qui se passe. Il revint à la page de la notice nécrologique. Les yeux clairs de Ruth le regardaient depuis l'une de ces étranges photos de presse, constituées en fait d'une infinité de points juxtaposés. Ses yeux, si clairs, si droits, si beaux, le regardaient calmement. Eve pensa qu'il y avait eu au moins 5, peut-être même une douzaine d'hommes à Haven qui avaient été amoureux d'elle, et elle ne l'avait seulement jamais su. Ses yeux semblaient nier l'idée même de la mort, la déclarer ridicule. Mais morte, elle l'était bien. Il se souvint du moment où il avait emmené Illy, alors que la battue commençait. « Vous pourriez venir avec nous, Ruthie ?»« Mais non, je ne peux pas, Eve. Appelez-moi. » Il avait essayé, se disant que si Ruth le rejoignait à Derry, elle serait hors de danger, et pourrait authentifier son histoire. Vu son état de confusion et de désespoir, alors qu'il avait même le mal du pays, Eve ne savait plus vraiment ce qui comptait le plus pour lui. Finalement, ça n'avait pas d'importance. 3 fois, il avait essayé de téléphoner directement à Haven. La dernière fois, c'était juste après avoir parlé à Bright, et aucun de ses appels n'avait abouti. Il avait alors essayé par les réclamations, et la standardiste lui avait dit que les lignes devaient être en dérangement. Est-ce qu'il ne pourrait pas essayer plus tard? Eve avait dit que oui, mais il ne l'avait pas fait. Il était resté allongé dans le noir, et il avait écouté les ricanements de la tuyauterie. Aujourd'hui, moins de 3 jours plus tard, Ruth avait pris contact avec lui, par la notice nécrologique. Il regardait Illy. Illy dormait. Les médecins refusaient de parler de coma. Les ondes transmises par son cerveau n'étaient pas celles d'un malade dans le coma, disait-il, mais celles d'un sujet profondément endormi. Eve n'avait cure du nom qu'on pouvait donner à l'état de son petit-fils. Il savait que Illy s'échappait, que ce soit dans l'autisme. Eve ne savait pas ce que signifiait ce mot, mais il avait entendu l'un des médecins le murmurer à un autre d'une voix qu'il n'aurait pas dû entendre. Ou dans le coma, cela ne faisait aucune différence. Ce n'étaient que des mots. Il leur échappait, et c'était bien assez terrible en soi. Tandis qu'Eve le conduisait à Derry, l'enfant s'était comporté comme une personne en état de choc profond. Eve avait eu le vague sentiment que l'éloigner de Haven pourrait améliorer les choses, et dans leur folle inquiétude pour David, ni Brian ni Marie n'avaient semblé remarquer combien leur fils aîné se comportait bizarrement. Fuir Haven n'avait rien arrangé. Le niveau de conscience et la cohérence mentale de Illy avaient continué de décliner. Le premier jour, il avait dormi 11 heures sur 24. Il pouvait répondre à des questions simples, mais les questions plus complexes l'affolaient. Il se plaignait de maux de tête. Il ne se souvenait plus du tout du spectacle de magie et semblait penser que son anniversaire s'était déroulé la semaine précédente. Cette nuit-là, dans son sommeil, il avait prononcé une phrase très clairement. « Tous les G.I. Joe !» Eve en avait eu la chair de poule. C'était ce que l'enfant criait sans arrêt quand ils s'étaient tous précipités hors de la maison et avaient découvert que David avait disparu et que Illy était en pleine crise de nerfs. Le jour suivant, Illy avait dormi 14 heures, et pendant ces moments de semi-conscience, son esprit paraissait encore plus confus que la veille. Quand la psychologue pour enfants lui avait demandé son deuxième prénom, il avait répondu « Jonathan ». C'était le deuxième prénom de David. Maintenant, il dormait quasiment toute la journée. Parfois, il ouvrait les yeux, semblait même regarder Eve ou l'une des infirmières, mais quand il lui parlait, il ne leur accordait que son gentil sourire à la Illy Brown et repartait dans ses rêves. Il leur échappait. Il était allongé, comme sous l'effet d'un charme, dans un château enchanté, et seul le flacon du goutte-à-goutte, suspendu au-dessus de sa tête, et les annonces émises par le haut-parleur du couloir démentaient cette illusion. Au début, le service de neurologie fut dans tous ses états. Une ombre non spécifique dans la région du cortex cérébral de Illy avait pu laisser croire que l'étrange abrutissement de l'enfant était causé par une tumeur. Mais 2 jours plus tard, quand on ramena Illy à la radio, les clichés étaient à refaire, expliqua le radiologue à Eve, parce que personne ne s'attend à trouver dans la tête d'un enfant de 10 ans une tumeur au cerveau qu'aucun symptôme prémonitoire n'a laissé présager, et l'ombre avait disparu. Le neurologue s'était entretenu avec le radiologue, et Eve comprit, en sentant combien le radiologue était sur la défensive, qu'on avait dû lui voler dans les plumes. Le neurologue avait expliqué à Eve qu'on avait fait d'autres radios parce qu'on pensait qu'elles seraient négatives. Les premières étaient probablement mauvaises. « Oh, je crois que quelque chose a dû foirer, dit-il à Eve. « Et pourquoi ?»« Parce que cette ombre était énorme, dit en souriant l'imposant neurologue à la terrifiante Barberousse. Pour dire les choses sans embâge, un gosse qui aurait une tumeur au cerveau de cette taille serait très malade depuis très longtemps, s'il était encore en vie. »« Ah, je comprends, dit Eve.
Alors vous ne savez toujours pas ce qu'a Illy? Nous poussons nos recherches dans 2 ou 3 directions, dit le neurologue, dont le sourire se fit plus vague et dont les yeux quittèrent ceux d'Ève. Le lendemain reparut la psychologue pour enfants. C'était une très grosse femme aux cheveux très noirs. Elle voulut savoir où étaient les parents de Illy. Ils sont à la recherche de leur fils, dit Ève, dans le vain espoir que ça lui clouerait le bec. Appelez-les et dites-leur que j'ai besoin qu'ils m'aident à retrouver celui-ci, dit-elle. Ils vinrent, mais ne servirent à rien. Ils avaient changé, ils étaient étranges. La psychologue le comprit aussi, et après les premières questions de routine, elle se détourna d'eux. Ève la sentit s'éloigner. Ève dut prendre sur lui pour ne pas se lever et quitter la pièce. Il ne voulait pas que leur regard d'étranger se pose sur lui, leur regard qui semblait lui dire qu'il était marqué, désigné pour quelque chose. La femme en chemisier écossais et en jean délavé avait été sa fille, et elle ressemblait toujours à sa fille, mais elle ne l'était pas, elle ne l'était plus. En mari, presque tout était mort, et ce qui restait mourrait rapidement. La psychologue pour enfants ne les avait plus convoqués. Depuis, elle était revenue 2 fois examiner Illy. La 2e fois, c'était le samedi après-midi, la veille du jour où l'hôtel de ville avait sauté. « Qu'est-ce qu'il lui donnait à manger » demanda-t-elle brusquement. Ève était assise près de la fenêtre, presque assoupie dans le soleil qui le baignait. La question de la grosse femme l'éveilla en sursaut. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il lui donnait à manger » redemanda-t-elle. « De la nourriture normale. Oh, j'en doute. »« Mais si, je prenais assez de repas avec eux pour le savoir. Mais pourquoi demandez-vous ça ?»« Eh bien, parce qu'il lui manque 10 dents, dit-elle brutalement. En dépit de son arthrite, Ève serra furieusement son poing droit et l'abattit sur sa jambe. « Qu'est-ce que tu vas faire, mon vieux ? David est parti, et il serait plus simple de te convaincre qu'il est vraiment mort, non ?»« Oui, ce serait plus simple. Plus triste, mais plus simple. » Mais il n'y croyait pas. Tout au fond de lui, il restait convaincu que David était vivant. Ce n'était qu'un vœu pieux, mais Ève ne le croyait pas. Il en avait fait beaucoup en son temps, et jamais il ne lui avait donné cette impression. Il s'agissait d'une intuition forte et vibrante dans son esprit. David est vivant. Il s'est perdu, il est en danger de mort, oui, sans aucun doute, mais on peut encore le sauver. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, et si ce que tu décides d'entreprendre est bien ce qu'il faut faire. Un sacré défi pour un type comme toi, qui, ces jours-ci, se retrouve avec une tache sombre sur son pantalon chaque fois qu'il n'arrive pas aux toilettes assez vite. Un sacré défi. Tard, le lundi soir, dans la chambre de Illy, il s'était éveillé d'un petit somme en tremblant. Les infirmières compréhensives fermaient souvent les yeux et le laissaient rester bien au-delà des heures de visite autorisées. Il avait fait un affreux cauchemar. Il avait rêvé qu'il était dans un lieu sombre et caillouteux. Des montagnes au sommet hérissé semblaient scier un ciel noir parsemé de froides étoiles, et un vent aussi aiguisé qu'un pic à glace hurlait dans d'étroits défilés pierreux. En dessous de lui, grâce à la lumière des étoiles, il pouvait distinguer une immense plaine. Elle semblait desséchée, froide et sans vie. De grandes fissures la parcouraient en zigzagant, lui donnant l'aspect d'un paysage fou. Et il entendait la petite voix de David. « Aide-moi, papy, j'ai mal quand je respire. Aide-moi, papy, j'ai mal quand je respire. Aide-moi, j'ai peur. Je voulais pas le faire, ce tour, mais il m'a forcé. Je retrouve plus le chemin de la maison maintenant. » Il se redressa, et le corps baigné de sueur, les gouttes coulant sur son visage, il regarda Illy. Il se leva, s'approcha de l'enfant et se pencha sur lui. « Illy, dit-il une fois de plus, où est ton frère? Où est David ?» Mais cette fois, les yeux de Illy s'ouvrirent. Son regard liquide et aveugle glaça Ève de terreur. C'était le regard d'une sibylle. « Sur Altaïr 4, dit Illy, d'une voix calme et tout à fait claire. « David est sur Altaïr 4, et à la porte, les Tommy Knockers, les esprits frappeurs. » Ses yeux se refermèrent et il se rendormit profondément. Ève resta penchée sur lui, absolument immobile, le visage couleur mastic. Au bout d'un moment, il se mit à trembler. Ève était le village en exil. Si Ruth McCausland avait pu être considérée comme le cœur et la conscience de Haven, Ève Hillman, à 73 ans, et pas du tout aussi sénile qu'il l'avait craint ces derniers temps, était sa mémoire. Au cours de sa longue vie, il avait observé le village, et il l'avait écouté. Il avait toujours bien su écouter. En quittant l'hôpital ce lundi soir, il fit un détour par la librairie de Derry et investit $9 dans un grand atlas du Maine qui découpait l'État en beaux rectangles de 1500 km². Sur la carte 23, il trouva Haven. Il avait aussi acheté un compas à la papeterie
Et maintenant il traçait, sans se demander pourquoi, un cercle autour de Haven. Il ne planta pas l'aiguille du compas dans le village, naturellement, parce qu'il se trouvait à la limite de la commune. David est sur Altaïr 4. David est sur Altaïr 4, et à la porte, les Tommy Knockers. Les Tommy Knockers, les esprits frappeurs. Eve restait les sourcils froncés devant la carte et le cercle qu'il avait tracé, se demandant si ce qu'avait dit Illy avait une quelconque signification. « Tu aurais dû acheter un crayon rouge, mon vieux. Haven devrait être cerclé de rouge maintenant, sur cette carte, et sur toutes les cartes. » Il se pencha un peu plus. Sa vision de loin était encore tellement parfaite qu'il aurait pu distinguer un haricot d'un grain de maïs posé sur un piquet de clôture à 40 mètres. Mais sa vision de près se dégradait vite. Or, il avait laissé ses lunettes de lecture chez Marie et Briand, et il se disait que s'il retournait les chercher, il pourrait bien découvrir que la lecture de petits caractères était le dernier de ses soucis. Pour le moment, il valait mieux s'en passer, c'était plus prudent. Le nez pratiquement collé au papier, il examina l'endroit où la pointe du compas avait pénétré. Sur la route de Derry, juste un peu au nord de Preston Stream, et un peu à l'est de ce que lui et ses amis appelaient les bois du Grand Ijoun quand ils étaient enfants. Cette carte indiquait qu'il s'agissait des bois brûlants, et effectivement, Eve avait aussi entendu ce nom une ou deux fois. Il referma le compas à un quart du rayon qu'il lui avait fallu pour entourer toute la commune de Haven et traça un second cercle. Il constata que la maison de Briand et Marie se situait encore dans le cercle. À l'ouest se trouvait une courte section de la route de Nista qui partait de la route numéro 9, la route de Derry, pour s'arrêter à une gravière en bordure des mêmes bois. Qu'on les appelle bois du Grand Ijoun ou bois brûlant, c'était la même chose, les mêmes bois. Route de Nista. Route de Nista, ça lui disait quelque chose, mais quoi? Quelque chose qui s'était passé avant même qu'il soit né, mais dont on avait continué à parler des années plus tard. Eve ferma les yeux, et on aurait dit qu'il dormait, assis, petit homme maigre, presque chauve, avec sa chemise kaki bien propre et le pli de son pantalon kaki bien repassé. Tout lui revint soudain, et il se demanda pourquoi il lui avait fallu si longtemps pour s'en souvenir. Les Clarendon. Les Clarendon, naturellement. Ils vivaient au croisement de la route de Nista et de la vieille route de Derry. Paul et Faith Clarendon. Faith qui s'était fait embobiner par ce beau parleur de prédicateur et qui avait donné naissance à un enfant aux cheveux noirs et aux 12 yeux bleus environ 9 mois après que le prédicateur eut quitté le village. Paul Clarendon, qui avait bien examiné le bébé dans son berceau et qui était alors parti chercher son rasoir. Certains avaient hoché la tête et blâmé le prédicateur. Colson, il s'appelait. À ce qu'il disait, en tout cas. Certains avaient hoché la tête et blâmé Paul Clarendon, disant qu'il avait toujours été fou et que Faith n'aurait jamais dû l'épouser. Certains avaient naturellement blâmé Faith. Eve se souvenait d'un vieil homme chez le barbier. C'était des années plus tard, mais les villages comme Haven ont la mémoire longue, qui prétendait qu'elle n'était rien qu'une pute née pour faire des histoires. Et certains, à voix basse naturellement, avaient prétendu que c'était la faute des bois. Les yeux d'Ève s'ouvrirent d'un coup. Oui, c'est ça. Sa mère assurait que ces gens étaient des ignorants superstitieux, mais son père hochait lentement la tête, tirait sur sa pipe et déclarait que parfois les vieilles histoires avaient un petit grain ou deux de vérité, et qu'il valait mieux ne pas prendre de risques. C'était pourquoi, disait-il, il se signait à chaque fois qu'un chat noir croisait sa route. Mouais, avait reniflé la mère d'Ève, lequel n'avait alors que 9 ou 10 ans. Je crois que c'est pour ça que ta mère jette un peu de sel par-dessus son épaule à chaque fois qu'elle en renverse, avait dit doucement le père d'Ève. Moins, avait-elle reniflé à nouveau. Elle était rentrée et avait laissé son mari fumer sur le porche, Ève à ses côtés. Ève écoutait son père de toutes ses oreilles. Ève avait toujours su écouter, sauf à cet instant crucial où quelqu'un avait eu absolument besoin qu'il l'écoute, cet instant irréparable où il avait permis aux larmes de Illy de le plonger dans la plus grande confusion. Mais maintenant, Ève écoutait. Il écoutait sa mémoire, la mémoire du village. On avait nommé la forêt les bois du Grand Ijoun, c'est-à-dire du Grand Indien, parce que c'était là qu'était mort le chef Atlantique. C'étaient les Blancs qui appelaient Atlantique ce grand chef. Son nom micmac, c'était Wawei-Vokak, ce qui signifie près des grandes eaux. Chef Atlantique n'en était qu'une traduction méprisante. Sa tribu occupait à l'origine presque tout ce qui constitue maintenant le comté de Penobscot, avec des concentrations particulièrement importantes à Holton, Shawinigan et dans les Grands Bois qui commençaient à Ludlow. Quand elle fut décimée par l'influenza dans les années 1880, c'est à Ludlow qu'elle enterra ses morts avant de partir plus au sud avec Wawei-Vokak qui avait présidé à leur déclin.
Wai Vokak mourut en 1885, et sur son lit de mort, il déclara que les bois dans lesquels il avait emmené son peuple mourant étaient maudits. Ces paroles furent rapportées par 2 hommes blancs qui avaient assisté à ces derniers instants, un anthropologue du Boston College et un autre de la Smithsonian Institution, qui était venu dans la région à la recherche d'objets indiens des tribus du Nord-Est, tribus qui dégénéraient rapidement et ne tarderaient pas à s'éteindre. On ne sait pas si le chef atlantique maudissait lui-même cette terre ou confirmait seulement une tradition existante. Quoi qu'il en fût, le seul monument érigé au vieil Indien fut ce nom de Grand Ijum donné au bois. Et on ne sait même plus où se trouve sa tombe. D'après Ève, ce nom donné à ce vaste territoire boisé était encore le plus utilisé à Haven et dans les autres communes qui en faisaient partie, mais il ne pouvait comprendre pourquoi les cartographes du Maine refusaient d'inscrire un nom comme Ijun sur les cartes. Les gens étaient devenus susceptibles face à ce genre d'affront. Les vieilles légendes comportent souvent un petit grain de vérité, comme son père le lui avait dit. Ève, qui se signait lui aussi quand un chat noir traversait sa route, et même à la vérité quand un chat noir semblait vouloir traverser sa route, pour plus de sécurité, pensait que son père avait raison, qu'il y avait généralement là un grain de vérité. Maudits ou non, les bois du Grand Ijun n'avaient jamais porté bonheur. Ils n'avaient pas porté bonheur à Wai Vokak ni au Clarendon. Ils n'avaient jamais non plus porté bonheur aux chasseurs qui s'y étaient aventurés. Au fil des années, il y avait eu 2, non 3, mais attendez un peu. Les yeux d'Ève s'écarquillèrent et il émit un sifflement silencieux en tournant mentalement les cartes d'un fichier intitulé « Accident de chasse Haven ». Sans même réfléchir, il se souvenait d'une 12aine d'accidents, des balles perdues pour la plupart, qui s'étaient produits dans les bois du Grand Ijun, d'une 12aine de chasseurs qu'on avait emportés, saignants et jurants, saignants et inconscients, ou tout simplement morts. Certains s'étaient tirés dessus eux-mêmes en se servant de leurs fusils chargés comme d'une béquille pour escalader les troncs des arbres abattus, ou en le laissant tomber, ou Dieu sait quoi encore. Il y avait eu un suicide aussi, mais Ève se souvenait qu'en 2 occasions, c'était un meurtre qui avait été perpétré dans les bois du Grand Ijun, les 2 fois sans préméditation. La première lors d'une dispute au sujet d'une partie de cartes, l'autre quand 2 amis se querellèrent pour savoir qui avait abattu un cerf d'une taille qui enterrerait tous les records. Et des chasseurs s'étaient perdus. Bon Dieu, combien de fois? Chaque année, il y avait au moins une battue pour retrouver un pauvre couillon terrorisé du Massachusetts, du New Jersey ou de New York, et certaines années, il s'en perdait 2 ou 3, et on ne les retrouvait pas tous. La plupart étaient des citadins qui n'auraient de toute façon jamais dû mettre les pieds dans les bois, mais pas tous. Des chasseurs confirmés assuraient que les boussoles ne marchaient pas bien du tout dans les bois du Grand Ijun. Le père d'Ève pensait qu'il devait y avoir une énorme roche magnétique enterrée quelque part dans ces bois qui affolait l'aiguille des boussoles. La différence entre les citadins et les vétérans des bois, c'était que les premiers avaient appris à se servir d'une boussole et qu'ils s'y fiaient corps et âme. Alors, quand la boussole déraillait et prétendait que l'Est était au nord ou l'Ouest à l'Est, et quand ils se mettaient à tourner sur elle-même comme la bouteille de lait d'un jeu du baiser, ils se retrouvaient comme coincés aux latrines avec la chiasse et pas d'épis de maïs. Les plus sages traitaient leur boussole de tous les noms, la remettaient dans leur poche et essayaient l'un des multiples autres moyens de retrouver son chemin. En désespoir de cause, il fallait chercher un ruisseau et le suivre. Sinon, en marchant tout droit, on finissait toujours par tomber, tôt ou tard, soit sur une route, soit sur un pylône à haute tension. Mais Ève avait entendu parler de types qui avaient vécu et chassé toute leur vie dans le Maine, et qu'il fallait quand même aller chercher, ou bien qui ne s'en sortaient seuls que par le plus grand des hasards. Delbert McCready, qu'Ève connaissait bien depuis l'enfance, avait été l'un d'eux. Del, le père de Hazel McCready, bien sûr, était parti dans les bois du Grand Ijun avec son calibre 12 le 10 novembre 1947. 48 heures plus tard, comme il n'était toujours pas revenu, Madame McCready appela Al Trémin, le constable de l'époque. 20 personnes partirent dans les bois pour une battue depuis l'endroit où la route de Nista sort de la gravière du Diamant. À la fin de la semaine, ils étaient 200. Ils allaient porter Del, disparu, quand il sortit en titubant des bois à la hauteur du ruisseau Preston, pâle et ahuri, pesant 10 kilos de moins que le jour de son départ. Ève était allée le voir à l'hôpital. « Mais comment ça a bien pu t'arriver, Del? La nuit était claire, on voyait les étoiles. Et tu sais te repérer sur les étoiles, non ?»« Ouais, dit Del d'un air infiniment contrit. J'ai toujours su, en tout cas. »« Et la mousse, reprit Ève. Quand on était gosse, c'est même toi qui m'as appris à trouver le nord par la position de la mousse sur les arbres. »« Ouais, répéta Del. Il n'ajouta rien. Ève lui laissa du temps, puis le pressa un peu.
Bon, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Pendant un long moment, Dell ne dit rien, puis d'une voix presque inaudible, il murmura « J'ai été détourné ?» Ève laissa le silence mesurer le temps, aussi difficile que ce fut. « Au début, tout s'est bien passé, » reprit enfin Dell. « J'ai chassé presque toute la matinée, mais j'ai pas vu de traces fraîches. Je me suis assis et j'ai mangé mon casse-croûte avec une bouteille de bière de ma mère. Ça m'a donné sommeil et j'ai fait une sieste. Et j'ai fait des drôles de rêves. Je sais plus quoi, mais je sais qu'ils étaient bizarres. Et regarde, c'est arrivé pendant mon sommeil, dit Dell MacCready en soulevant sa lèvre supérieure pour révéler un trou dans sa gencive. T'as perdu une dent demanda Ève. Eh ouais, elle était sur ma braguette à mon réveil. Elle a dû tomber pendant que je dormais, j'imagine. Mais j'ai presque jamais eu de problème avec mes dents. Du moins, plus depuis qu'on m'a enlevé cette foutue dent de sagesse barrée qui a failli me tuer. Et il faisait presque nuit. Nuit s'étonna Ève. Bah oui, je sais que ça a l'air idiot, dit Dell, avec la mauvaise humeur de ceux qui se sentent profondément honteux. J'ai dormi toute l'après-midi. Et quand je me suis réveillé, Ève... Ses yeux roulèrent, rencontrèrent ceux d'Ève pendant une misérable fraction de seconde, puis se détournèrent, comme si Dell ne supportait pas de regarder son vieil ami dans les yeux plus longtemps. C'était comme si quelque chose m'aurait volé ma cervelle. La petite souris, peut-être ben. Dell rit, mais sans aucun humour. J'ai marché un moment, en pensant que je suivais l'étoile polaire, et comme sur le coup de 9 heures environ, j'avais toujours pas croisé la route d'Amercut, je me suis frotté les yeux, et j'ai vu que c'était pas du tout l'étoile polaire, mais une planète. Mars ou Saturne, je crois. Je me suis allongé pour dormir, et jusqu'à ce que je ressorte près du ruisseau de Preston, une semaine plus tard, je me souviens que de petits bouts de détails. Eh ben, avait émis Ève, qui ne retrouvait pas le Dell plutôt pragmatique qu'il connaissait. T'as paniqué, Dell ? Dell leva les yeux, cherchant ceux d'Ève. Son regard reflétait encore de la honte, mais il pétillait maintenant de véritable humour. On peut pas paniquer pendant toute une semaine quand même, c'est trop crevant. Bah alors, t'as seulement... Bah j'ai seulement, approuva Dell. J'ai seulement... Quoi ? Ça, je sais pas. Je sais que quand je me suis réveillé de ma sieste, mes pieds et mes fesses étaient endormis, tout gourds. Et je sais que dans un de ces rêves, c'était comme si j'entendais quelque chose qui ronronnait, comme des lignes à haute tension un jour sans vent, tu sais. Et c'est tout. J'ai oublié tout ce que je sais de la forêt, et j'ai tourneviré dans les bois comme quelqu'un qui a jamais vu de forêt avant. Quand j'ai rejoint le ruisseau, j'ai eu assez ma tête à moi pour le suivre jusqu'à la sortie, et je me suis réveillé ici. J'imagine que tout le village doit se foutre de moi, mais je suis reconnaissant d'être en vie. C'est à la bienveillance divine que je dois être en vie. Mais personne ne se fout de toi, Dell, dit Ève. C'était un mensonge, naturellement, parce que tout le village s'esclaffait de la mésaventure de Dell. Il lui fallut 5 ans pour surmonter ce handicap, et quand il vit que les plaisanteries chez le barbier ne lui permettraient jamais de vivre en paix, il déménagea pour East Eddington, où il ouvrit un garage avec un petit atelier de réparation automobile. Ève allait le voir de temps à autre, mais Dell ne venait presque plus jamais à Haven. Ève croyait savoir pourquoi. Assis dans sa chambre meublée, Ève referma son compas et traça le plus petit cercle qu'il put. Il n'y avait qu'une seule maison dans ce cercle de la taille d'une pièce d'un cents, et il se dit « Cette maison est la plus proche du centre de la commune. C'est drôle que je n'y ai jamais pensé avant. » C'était chez le vieux Garrick, sur la route de Derry, juste en bordure des bois du Grand Ijun. Ce cercle-là, au moins, j'aurais dû le tracer en rouge. Maintenant, c'était la nièce de Frank, Roberta Anderson, qui y vivait chez le vieux Garrick. Bien sûr, elle ne cultivait pas les terres, elle écrivait des livres. Ève n'avait jamais beaucoup parlé avec Bobby, mais elle avait une bonne réputation dans le village. Elle payait ses factures dans les temps, disaient les gens, et ne faisait pas de commérage. Et puis elle écrivait 2 bons livres sur le Far West, des livres vrais, pas de ces trucs pleins de monstres avec des gros mots, comme en écrivait ce type à Bangor. De bons livres sur l'Ouest, disaient les gens. Surtout pour une fille. Les gens aimaient bien Bobby Anderson, mais naturellement, elle n'était dans la commune que depuis 13 ans, et il ne fallait pas la juger trop hâtivement. Garrick, de la vie générale, était complètement cintré. Il cultivait un beau jardin, mais ça ne changeait pas sa mentalité. Il essayait toujours de raconter ses rêves aux gens. Il s'agissait généralement du second avènement. Au bout d'un moment, on s'en était arrivé au point même qu'Arlène Cullum, qui vendait les produits Amway avec le zèle d'une martyre chrétienne, disparaissait quand elle voyait s'approcher le camion de Frank Garrick, couvert d'autocollants, qui disait des trucs comme « Si le Messie revient aujourd'hui, que n'importe qui prenne le volant ». À la fin des années 60, le vieil homme était obsédé par les soucoupes volantes. Il racontait que le prophète Élie aurait vu une roue dans une roue,
Après quoi des anges l'auraient emporté au ciel dans un char de feu propulsé grâce à l'électromagnétisme. Il était fou, et il était mort d'une crise cardiaque en 1975. Mais avant de mourir, se rappela Eve avec un frisson dans le dos, il avait perdu toutes ses dents. Je l'avais remarqué, et je me souviens que Justin Hurd, qui habitait un peu plus bas sur la route, avait commenté le phénomène. Et maintenant, c'est Justin qui est le plus proche, à part Bobby elle-même. Et Justin, il faut le dire, n'est pas ce qu'on peut appeler un modèle de logique et de raison. Les quelques fois où je l'ai vu avant de partir, il m'a même rappelé le vieux Frank. C'était curieux, se dit-il tout d'abord, qu'on ne se soit jamais interrogé auparavant sur l'accumulation de faits étranges qui s'étaient déroulés dans les limites de ces deux cercles. À y réfléchir, Eve se dit que ce n'était finalement pas si étrange que ça. Une vie, surtout une longue vie, était constituée de millions d'événements. Ils se fondaient dans une tapisserie très dense de motifs entremêlés. Ces motifs, les morts, les meurtres, les chasseurs perdus, ce fou de Frank Garrick, peut-être même ce curieux incendie chez les Paulson, ne paraissaient étranges que si on le voulait bien. Quand on faisait le rapprochement, on se demandait comment on avait pu ignorer la corrélation entre tous ces événements, mais si on ne le faisait pas... Et maintenant, il lui venait une autre idée. Peut-être bien que Bobby Anderson n'allait pas si bien que ça. Il se souvint que depuis le début du mois de juillet, peut-être même avant, il y avait eu des bruits de machines provenant des bois du Grand Ijun. Eve avait entendu les bruits, mais n'y avait pas prêté attention. Le Maine était très boisé, et on travaille souvent dans les bois. C'étaient probablement les papeteries de Nouvelle-Angleterre qui abattaient une coupe sur leur terre. Sauf que maintenant qu'il y réfléchissait, maintenant qu'il avait distingué le schéma, Eve se rendait compte que les bruits ne provenaient pas d'assez loin dans la forêt pour être produits sur les terres des papeteries de Nouvelle-Angleterre. Ils venaient de chez le vieux Garrick. Eve comprit aussi que les premiers bruits, le mugissement cyclique et grincheux d'une tronçonneuse, le craquement mat des arbres qui tombent, le rugissement octant du moteur à essence d'une débroussailleuse, avaient cédé la place à des bruits qu'ils n'associaient pas du tout aux travaux des bûcherons. Les derniers bruits étaient... C'étaient des bruits d'une excavatrice, peut-être. Une fois le schéma bien visualisé, les choses se mettaient en place facilement, comme les derniers morceaux d'un puzzle géant. Eve restait à contempler la carte et les cercles qu'il y avait tracés, avec un sentiment d'horreur qui le paralysait, qui semblait remplir ses veines, le geler de l'intérieur. Une fois le schéma mis en place, on ne pouvait éviter de le voir. Eve referma brutalement l'atlas et alla se coucher. Il ne parvint pas à s'endormir. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils construisent quelque chose? Ils font disparaître des gens? Quoi? Chaque fois qu'il s'assoupissait, une image surgissait. Tous les habitants de Haven, debout dans la rue principale, une expression de drogué à moitié endormi sur le visage, tous tournés vers le sud-ouest, vers ces bruits, comme des musulmans se tournent vers la Mecque pour prier. Du matériel lourd, des excavatrices. Tandis que les pièces du puzzle se mettent en place, nous commençons à nous représenter l'image, même si aucune photo sur le couvercle de la boîte ne vient à notre aide. Allongée sur son lit étroit, non loin de la chambre où il y gisait dans son espèce de coma, Eve Hillman commençait à se représenter assez bien ce que figurait le puzzle. Il ne voyait pas entièrement, mais en grande partie. Il le voyait et savait parfaitement que personne ne le croirait, pas sans preuve. Et il n'osait pas retourner là-bas, il n'osait pas pénétrer dans leur champ d'action, il ne le laisserait pas repartir une seconde fois. Quelque chose dans le bois du Grand Ijun, quelque chose dans le sol, quelque chose sur les terres que Frank Garrick avait léguées à sa nièce, celle qui écrivait des livres sur l'Ouest. Quelque chose qui faisait dérailler les boussoles, comme les cervelles des humains qui s'en approchaient. À son avis, il y avait peut-être d'autres choses aussi étranges abandonnées un peu partout sur la terre. Cela expliquait peut-être pourquoi les gens, en certains lieux, semblaient tellement givrés. Quelque chose de mauvais, de hanté, peut-être même quelque chose de maudit. Eve s'étira nerveusement, roula sur le dos, regarda le plafond. Il y avait quelque chose dans la terre. Bobby Anderson l'avait trouvé et elle l'extrayait, avec ce type qui était avec elle à la ferme. Le nom de ce type était... C'était quoi? Eve réfléchit, mais il ne parvint pas à s'en souvenir. Il se souvint par contre de la façon dont la bouche de Bitch Jernigan s'était amincie quand on avait parlé de l'ami de Bobby, un jour, à Havenlunch. Les habitués de la pause café l'avaient regardé sortir du supermarché, portant un sac d'épicerie. Il avait une bicoque à 3, avait dit Bitch, une espèce de cabane avec un poêle à bois et du plastique collé aux fenêtres. Quelqu'un avait dit qu'on racontait que ce type était très instruit. Bitch avait fait remarquer que l'instruction n'avait jamais empêché d'être un bon à rien. Personne ne l'avait contredit au lunch, Eve s'en souvenait. Nancy Voss s'était montrée aussi dure.
Elle avait dit que l'ami de Bobby avait tiré sur sa femme, mais qu'on l'avait laissé libre parce qu'il était professeur d'université. Dans ce pays, quand vous avez une peau d'âne écrite en latin, vous vous sortez de toutes les situations, avait-elle ajouté. Ils avaient regardé le type monter dans le camion de Bobby et reprendre la route de chez le vieux Garrick. On m'a dit que c'est surtout un grand spécialiste de la bouteille, avait déclaré le vieux Dave Rutledge depuis le tabouret du bout où il s'installait toujours. Tout le monde raconte qu'il est presque toujours rond comme une barrique. S'en était suivi une explosion de méchants rires aussi paysans que médisants. Ils n'aimaient pas l'ami de Bobby, aucun d'entre eux. Mais pourquoi? Parce qu'il avait tiré sur sa femme? Parce qu'il buvait? Parce qu'il vivait avec une femme dont il n'était pas le mari? Ève savait bien que non. Il y avait au lunch, ce jour-là, des hommes qui n'avaient pas seulement battu leur femme, mais l'avaient rendue méconnaissable. C'était une loi ici. Il fallait en flanquer une bonne en pleine figure à votre vieille, si elle faisait la maligne. Il y avait des hommes qui vivaient de bière de 11 heures du matin à 6 heures du soir, et de mauvais whisky de 6 heures à minuit, et qui auraient bu du torboyau filtré dans un mouchoir morveux s'ils n'avaient pu se payer du whisky. Des hommes qui avaient une vie sexuelle de lapin, bondissant de trou en trou. Mais quel était son nom déjà? Ève s'assoupit. Il les vit sur les trottoirs, sur la pelouse de la bibliothèque, dans le petit parc, les yeux rêveurs tournés en direction de ces bruits. Il se réveilla en sursaut. Mais qu'avais-tu découvert, Ruth? Pourquoi t'ont-ils assassiné? Il se tourna sur le côté gauche. David est vivant, mais pour le ramener, je dois reprendre la piste depuis Haven. Il se retourna sur le côté droit. Mais ils me tueront si je reviens. Fut un temps, on m'aimait presque autant que Ruth. Du moins, c'est ce que je voulais croire. Maintenant, ils me haïssent. Je l'ai vu dans leurs yeux la nuit où ils ont commencé à chercher David. J'ai emmené Ellie parce qu'il était malade et qu'il avait besoin d'un médecin, oui, mais c'était une bien bonne chose d'avoir une raison de partir. Peut-être ne m'ont-ils laissé partir que parce qu'ils étaient distraits par la disparition de David. Peut-être qu'ils voulaient simplement se débarrasser de moi. Quoi qu'il en soit, j'ai eu de la chance de sortir. Je ne sortirai jamais une autre fois. Alors, comment pourrais-je y retourner? Non, je ne peux pas. Ève bougea et se retourna, prisonnier de deux impératifs. Il faudrait qu'il retourne à Haven s'il voulait secourir David avant que celui-ci ne meure. Mais s'il rentrait à Haven, il serait tué et enterré en un rien de temps dans une quelconque arrière-cour. Peu avant minuit, il sombra dans une somnolence agitée qui s'approfondit rapidement en ce sommeil sans rêve que ne peut procurer que l'épuisement total. Il dormit plus tard qu'il ne l'avait fait depuis des années, ne s'éveillant qu'à 10h15 le mardi. Il se sentait frais et dispos pour la première fois depuis bien longtemps. Le sommeil lui avait fait un bien immense, surtout qu'il avait trouvé comment il pourrait peut-être entrer dans Haven et en ressortir. Peut-être. Pour David, pour Ellie, il fallait qu'il coure le risque. Il se dit qu'il pourrait entrer dans Haven et en ressortir le jour des funérailles de Ruth McCausland. Butch Dogan, dit monstre, était l'homme le plus grand qu'Ève ait jamais vu. Ève pensait que le père de Justin Heard, Henry, ne devait pas avoir été bien loin de l'égaler avec son mètre 98, ses 170 kilos et ses épaules si larges qu'il devait passer la plupart des portes de profil. Mais Ève avait l'impression que ce Dugan était encore plus grand. Il pesait peut-être 10 ou 20 kilos de moins, mais c'était tout. En lui serrant la main, Ève comprit qu'on avait déjà parlé de lui au policier. Il pouvait le lire sur son visage. « Prenez place, monsieur Hillman, dit Dugan en s'asseyant lui-même sur un fauteuil tournant qui semblait avoir été taillé dans un chêne géant. Que puis-je faire pour vous? Il s'attend à ce que je me mette à délirer, se dit Ève avec calme. Exactement comme on attendait toujours que Frank Garrick se mette à délirer quand il coinçait quelqu'un dans la rue. Et je crois bien que je ne vais pas le décevoir. Mais si tu y vas prudemment, Ève, il se peut que tu y arrives. En tout cas, maintenant, tu sais où tu veux aller. Eh bien, peut-être que vous pourriez faire quelque chose, dit Ève. Du moins, n'avait-il pas bu? Il s'était rendu compte de la bêtise qu'il avait commise en tentant de parler aux journalistes après ses bières. J'ai lu dans le journal que vous allez vous rendre aux funérailles de Ruth McCausland demain. Oui, confirma Dugan, j'y vais. Ruth était mon amie. Et il y en a d'autres de la brigade de Derry qui iront aussi, reprit Ève. Son mari était un policier, et elle aussi, elle travaillait dans la police. Oh, je sais, rien d'extraordinaire à être constable dans un petit village, mais vous comprenez ce que je veux dire, il y en aura d'autres, non? Monsieur Hillman, dit Dugan en fronçant les sourcils, et même tout son visage, ce qui faisait beaucoup de chair froncée, je ne vois pas où vous voulez en venir. Et j'ai plein de boulot, mon vieux, ce matin, au cas où vous ne le sauriez pas, ajouta son visage. Il me manque 2 flics,
Et il semble de plus en plus probable qu'ils sont tombés sur des types qui braconnaient, et que ces types ont paniqué et les ont tués. Je suis sur des charbons ardents avec cette affaire, et en plus ma grande amie Ruth McCausland est morte. Je n'ai ni le temps ni la patience d'écouter des conneries. Oh, je sais, dit Eve, mais c'est très simple. Est-ce qu'elle avait d'autres amis qui iront aussi demanda-t-il. Oh oui, une demi-douzaine ou plus, répondit Monstre. J'irai seul un peu plus tôt pour parler à certaines personnes à propos d'une autre affaire. Oui, j'ai entendu parler de cette autre affaire, dit Eve, et j'imagine que vous connaissez mon histoire, ou que vous croyez la connaître. Eh bien, monsieur Hillman, commença Monstre. Oui, j'ai parlé bêtement, et pas à qui j'aurais dû, et au mauvais moment, dit Eve, de la même voix calme. Dans d'autres circonstances, j'aurais été plus prudent, mais j'étais bouleversé. Un de mes petits-fils a disparu, et l'autre est dans une sorte de coma. Oui, je sais, dit le policier. J'ai été tellement perturbé que je ne savais pas où j'en étais, reprit Eve. Alors j'ai bavardé avec certaines infirmières, et ensuite je suis allé à Bangor pour parler à ce journaliste, Bright. J'ai dans l'idée que vous avez eu des échos de la plupart des choses que j'avais à lui dire. Ouais, et si j'ai bien compris, répondit Monstre, vous pensez qu'il y a une sorte de conspiration dans la disparition de David Brown. Eve dut se retenir de rire. Ce mot de conspiration était à la fois bizarre et tout à fait juste. Il n'y aurait jamais pensé lui-même. Oh, oui, il y avait bien une conspiration, une sacrée conspiration. Oui, monsieur, dit-il, je crois qu'il y a une conspiration, et je crois que vous avez sur les bras 3 affaires qui sont bien plus liées entre elles que vous ne le pensez. La disparition de mon petit-fils, la disparition de ces 2 policiers et la mort de Ruth McCausland, mon amie, comme elle était la vôtre. Dugan sembla un peu interloqué, et pour la première fois l'impatience quitta ses yeux. Pour la première fois, Eve sentit que Dugan le voyait vraiment, lui, Everett Hillman, au lieu de quelques vieux toqués venus lui voler une partie de sa matinée. « Peut-être devriez-vous me résumer ce que vous soupçonnez » dit Dugan en sortant un bloc-notes. « Oh non, vous n'aurez pas besoin de prendre des notes, » dit Eve. Dugan le dévisagea un moment en silence. Il ne rangea pas son bloc, mais posa le crayon. « Bright a pensé que j'étais fou, » reprit Eve, « et je ne lui ai pourtant pas dit la moitié de ce que je pensais. Alors, je ne vais rien vous dire du tout. Mais il y a une chose, je crois que David est vivant. Je ne crois pas qu'il soit encore à Haven, mais je crois que si j'y retournais, je pourrais avoir une idée de l'endroit où il se trouve vraiment. Cela dit, j'ai des raisons, de très bonnes raisons, de croire que je ne suis pas le bienvenu à Haven. J'ai des raisons de croire que si j'y retournais dans des circonstances ordinaires, j'aurais toutes les chances de disparaître comme David Brown, ou d'avoir un accident comme Ruth. Oh, je crois, dit Butch Dugan en changeant d'expression, que je dois vous demander de m'expliquer ça, monsieur Hillman. Je n'en ferai rien, dit Eve, je ne peux pas. Je sais ce que je sais, et je crois ce que je crois, mais je n'ai pas l'ombre d'une preuve. Je sais que ça doit vous paraître fou, mais si vous me regardez, vous serez au moins assuré d'une chose, je suis sincère. Monsieur Hillman, soupira Dugan, si vous faisiez mon métier, vous sauriez combien la plupart des menteurs ont l'air sincères. Eve tenta de dire quelque chose, mais Dugan hocha la tête. Oh, oubliez ça, dit le policier, c'était un coup bas. Je n'ai dormi que 6 heures depuis dimanche, et je me fais vieux pour ce genre de marathon. En fait, je crois que vous êtes sincère, mais vous vous contentez d'émettre des propos alarmants et vous tournez autour du pot. Il arrive que les gens fassent ça quand ils ont peur, mais la plupart du temps, c'est qu'ils n'ont rien d'autre à dire. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas le temps de vous supplier. J'ai répondu à vos questions. Peut-être pourriez-vous me dire l'objet de votre visite. Oh, j'en serais ravi, dit Eve. Je suis venu pour 2 raisons, monsieur Dugan. La première était de m'assurer qu'il y aurait beaucoup de flics demain à Haven. Les choses ont moins de chances de mal tourner quand il y a beaucoup de flics dans les parages, n'est-ce pas? Et la deuxième, continua Eve, devant le visage sans expression de Dugan, était de vous dire que je serai à Haven demain. Je n'assisterai pourtant pas aux funérailles de Ruth. Je vais emporter un pistolet lance-fusée avec moi. Et si pendant les funérailles, vous ou l'un de vos hommes voit monter dans le ciel une bonne vieille fusée éclairante, vous saurez que je suis tombé sur un de ces trucs fous que personne ne voudrait croire. Vous me suivez? Mais vous avez dit que retourner à Haven pourrait être malsain pour vous, demanda Monstre. Le visage de Dugan était toujours aussi impassible, mais ça n'avait pas d'importance. Eve savait qu'il était revenu sur son idée d'origine. Le vieux était bien fou. Oui, j'ai dit dans des circonstances ordinaires, répondit Eve. Mais dans ces circonstances, je crois que je peux m'en sortir. Je ne pense pas que je vous apprendrai grand-chose en vous disant que Ruth était très aimée à Haven.
La plupart des gens du village viendront à son enterrement. Je ne sais pas s'ils l'aimaient encore quand elle est morte, mais ça n'a pas d'importance, ils viendront de toute façon. Et comment le savez-vous demanda le policier. Ou bien est-ce là encore l'une de ces choses dont vous ne voulez pas parler? Non, je ne peux pas vous le dire. Ça ne ferait pas bien s'il ne venait pas, dit Eve. Vis-à-vis de qui? De vous, des autres policiers qui étaient ses amis et ceux de son mari, des membres du comité du Parti démocrate du comté de Penobscot. Ça ne me surprendrait pas si le député Brenham envoyait quelqu'un d'Augusta. Elle s'était beaucoup démenée pour sa campagne électorale. Elle n'était pas seulement une personne locale, vous comprenez, et il faut qu'ils en tiennent compte. C'est comme des gens qui ne veulent pas inviter des amis, mais qui sont obligés de le faire. J'espère qu'ils seront tellement occupés à ce que tout ait l'air normal, à jouer leur rôle, qu'ils ne s'apercevront même pas que je suis venu à Haven avant que j'en sois reparti. Butch Duggan croisa les bras sur sa poitrine. Eve n'était pas loin de la vérité. Au début, Duggan s'était dit que peut-être David Bright, interprète généralement assez fiable du comportement humain, avait pu se tromper pour une fois. Hillman était aussi sain d'esprit que lui. Maintenant, il était un peu troublé. Non pas parce que Hillman s'était révélé aussi fou qu'on le lui avait dit, mais parce qu'il s'avérait qu'il était vraiment fou. Et pourtant, le calme du vieil homme, sa voix raisonnable et son regard droit avaient quelque chose de curieusement persuasif. « On dirait, à vous entendre, que tout le monde à Haven s'est ligué, dit Duggan. Mais je crois que c'est impossible. Je préfère que vous le sachiez. » Oui, répondit Eve, c'est ce que croirait toute personne saine d'esprit. Et c'est pourquoi ils ont pu donner le change si longtemps. Il y a 50 ans, les gens considéraient que jamais on ne pourrait inventer quoi que ce soit qui ressemble à une bombe atomique, et ils auraient ri à l'idée d'une télévision, sans parler d'un magnétoscope. Les choses ne changent guère, monsieur Duggan. La plupart des gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, c'est tout. Quand on dit qu'il se passe quelque chose qu'on ne connaît pas encore, les gens n'écoutent plus. Eve se leva et tendit la main par-dessus le bureau de Duggan, comme s'il avait tous les droits de s'attendre à ce que Duggan la serre. Cela surprit Butch à un tel point qu'il le fit. « J'ai tout de suite compris en vous regardant que vous pensiez que j'étais fou, dit Eve avec un petit sourire tranquille, et je crois que j'en ai assez dit pour vous conforter dans cette idée. Mais vous m'avez dit ce que je voulais savoir, et j'ai dit ce que je devais vous dire. Rendez un petit service à un vieillard et regardez le ciel de temps à autre. Si vous voyez une fusée éclairante mauve... Mais attention, les bois sont très secs cet été, dit Duggan. Alors même qu'il prononçait ces mots, il sentit combien ils étaient inutiles et curieusement sans importance, presque frivoles. Il comprit qu'il était inéluctablement amené à croire le vieil homme. Duggan s'éclaircit la gorge et continua. « Si vous avez vraiment un lance-fusée, vous pourriez déclencher un énorme incendie de forêt en l'utilisant. Et si vous n'avez pas de permis, et je sais parfaitement que vous n'en avez pas, ça pourrait vous conduire en prison. Si vous voyez une fusée éclairante, dit Eve avec son sourire sans humour, j'ai bien l'impression que le risque d'être jeté en prison à Bangor sera le dernier de mes soucis. Mais bonne journée, monsieur Duggan. » Eve sortit et referma doucement la porte derrière lui. Duggan resta planté là un moment, plus perplexe et troublé qu'il ne l'avait jamais été de sa vie. « Laisse tomber, se dit-il, et il se remit au travail. Mais quelque chose troublait Butch Duggan. La disparition des deux policiers, qu'il connaissait et aimait bien, l'avait temporairement rendu fou. La visite de Hillman l'avait ramené sur terre, et c'est ce qu'il décida à courir après le vieil homme. Il se souvint de sa dernière conversation avec Ruth. Il se faisait déjà du souci pour elle avant ce dernier appel. La façon dont elle avait mené les recherches pour retrouver David Brown ne ressemblait pas du tout à la Ruth McCausland qu'il connaissait. D'après ce qu'il savait, c'était la seule fois qu'elle s'était conduite en amateur. Et puis, la veille de sa mort, il l'avait appelée au sujet de l'enquête, pour échanger des idées, pour se tenir au courant, en quelque sorte. Il savait que ni lui ni elle n'avaient rien à dire, mais on peut parfois tirer quelque chose de simples spéculations, comme lorsqu'on jette un hameçon au hasard. Dans le courant de la conversation, il en était venu au grand-père du gamin. Butch avait déjà parlé à David Bright du Daily News. En fait, ils avaient bu une bière ensemble, et il avait dit à Ruth qu'Eve pensait que tout le village était devenu fou d'une étrange façon. Ruth n'avait pas ri de cette histoire, ni de la cervelle dérangée d'Eve Hillman, comme il s'y attendait. Il ne savait pas bien ce qu'elle avait dit, parce que juste à ce moment-là, la ligne avait commencé à devenir mauvaise. Rien d'étrange en tout ça, en tout cas, la plupart des petits villages comme Haven étaient encore desservis par des lignes de surface, et les communications étaient régulièrement interrompues. Il suffisait d'un coup de vent pour qu'on ait l'impression que les téléphones n'avaient été remplacés par des boîtes de conserve reliées par une ficelle cirée. « Tu devrais lui dire de rester à l'écart, » avait dit Ruth.
Ça, il était sûr de cette phrase. Et puis, juste avant que la communication ne soit complètement coupée, il lui semblait qu'elle avait parlé de bas en nylon. Il avait du mal comprendre, mais il n'avait pu se tromper sur le ton de sa voix, triste et épuisé, comme si son échec dans l'affaire David Brown avait miné tout son courage. Un instant plus tard, il ne l'entendait plus du tout. Il n'avait pas essayé de la rappeler parce qu'il lui avait donné toutes les informations en sa possession, pas grand-chose, en réalité. Et le lendemain, elle était morte. Tu ferais mieux de lui dire de rester loin de Haven. Ça, il était sûr qu'elle avait dit ça. J'ai des raisons de croire que je ne suis pas le bienvenu à Haven. Tu ferais mieux de lui dire de rester loin de Haven. Je pourrais disparaître comme David Brown. Rester loin de Haven. Ou avoir un accident comme Ruth McCausland. Loin de Haven. Il rattrapa le vieil homme sur le parking. Hillman s'installait dans sa vieille Valiante noire méchamment rouillée. Il leva les yeux et vit Dugan qui se penchait vers lui, debout à côté de la portière ouverte du conducteur. « Je viendrai avec vous demain, » dit le policier. « Mais, » protesta Eve en écarquillant les yeux, « vous ne savez même pas où je vais. »« Non, » répondit-il. « Mais si je suis avec vous, je n'aurai pas à craindre que vous mettiez le feu à la moitié des forêts de l'Est du Maine en tentant de m'envoyer un message à la James Bond. » Eve le regarda d'un air soucieux, puis il hocha la tête. « Je me sentirais mieux avec quelqu'un à mes côtés, dit-il. Surtout avec un type aussi grand que King Kong et qui porte un revolver à sa ceinture. Mais ils ne sont pas idiots à Haven, monsieur Dugan. Ils ne l'ont jamais été, et j'ai l'impression qu'ils le sont encore moins ces derniers temps. Ils s'attendent à vous voir aux funérailles, et si vous n'y allez pas, ils vont avoir des soupçons. »« Bon Dieu, dit le policier, je me demande comment vous pouvez dégoiser autant de conneries et paraître tellement sain d'esprit. »« Bah, c'est peut-être, dit Eve, parce que vous savez aussi qu'il y a quelque chose qui cloche. Qu'il se passe vraiment toutes sortes d'événements bizarres à Haven. » Puis, avec une sorte d'étonnante perspicacité, il ajouta « Ou peut-être connaissiez-vous assez Ruth pour sentir qu'elle avait perdu les pédales ?» Les deux hommes se fixaient sur le parking couvert de gravier du cantonnement de Derry. Le soleil dardait ses rayons sur eux, et leurs ombres nettes et noires s'allongeaient bien proprement sur le sol, indiquant 2 heures comme la flèche d'un cadran solaire. « Je ferai savoir ce soir que je suis malade, dit Dugan. Que j'ai une grippe intestinale. Il y en a eu beaucoup dans le coin. Qu'en pensez-vous » Eve opina du chef, avec soulagement, un si grand soulagement qu'il en fut stupéfait. L'idée de s'introduire dans Haven l'effrayait bien plus qu'il ne l'avait avoué, qu'il ne se l'était avoué. Il avait à moitié convaincu ce grand flic qu'il se passait peut-être quelque chose là-bas. Il pouvait le lire sur son visage. À moitié, ce n'était pas beaucoup, peut-être, mais c'était néanmoins un pas de géant si on considérait son point de départ. Et naturellement, il ne l'avait pas fait seul. Ruth McCausland l'avait aidé. « D'accord, dit Eve. Mais écoutez-moi, monsieur Dugan, et écoutez bien, parce que nos vies vont en dépendre. N'appelez aucun des hommes qui iront demain aux funérailles pour dire que votre excuse n'est qu'une feinte. Appelez quelques amis ce soir et dites-leur que vous êtes malade comme un chien, que vous espérez que vous viendrez, mais que vous en doutez. »« Mais pourquoi voudriez-vous » dit Dugan en fronçant les sourcils. Mais soudain il comprit, et sa bouche s'ouvrit toute grande. Le vieil homme le regardait calmement. « Pour l'amour de Dieu, vous n'allez pas me dire que les gens de Haven peuvent lire les pensées, que si mes hommes savaient que je ne suis pas vraiment malade, les gens du village pourraient piquer l'information directement dans leur tête. »« Oh, je n'ai rien dit, monsieur Dugan, répondit Eve. C'est vous qui avez parlé. »« Oh, monsieur Hillman, je crois vraiment que vous devez vous faire des... »« Oh, je n'avais jamais pensé que vous m'accompagneriez quand je suis venu vous voir, le coupa Eve. Je ne l'ai pas demandé non plus. J'espérais au mieux que vous seriez sur vos gardes, que vous verriez ma fusée si j'avais des ennuis, et que vous garderiez le couvercle un moment sur le nid de serpent. Mais quand on me propose davantage, j'en veux encore plus. Faites-moi encore un peu plus confiance, je vous en prie. Pour Ruth, si c'est ça qui peut vous convaincre de venir avec moi, je suis prêt à user de cet argument. Et autre chose, quoi qu'il arrive, vous allez ressentir des impressions curieuses demain. »« Oh oui, et j'en ai ressenti d'assez curieuses aujourd'hui, dit Monstre. »« Ah, dit Eve, sans attendre que Dugan prenne sa décision. »« Et est-ce que vous comptez vous rendre à un endroit précis ?» demanda Dugan au bout d'un moment. « Ou bien est-ce que vous allez seulement vous promener dans le village jusqu'à ce que vous soyez fatigué ?»« Non, non, je pense à un endroit très précis, dit calmement Eve. » Il se dit « Oh oui, oui, monsieur, derrière chez le vieux Garrick, aux abords des bois du Grand Ijun, où les boussoles n'ont jamais eu plus de valeur qu'un éclat de mica dans une mine d'or. Et je crois que nous n'aurons pas de mal à trouver le chemin dans les bois pour atteindre quelque chose, quelle que soit cette chose,
Parce que le genre de matériel que Bobby Anderson et son ami ont utilisé a dû laisser une piste aussi large qu'une autoroute. Non, je ne crois pas qu'on aura de mal à le trouver. D'accord, dit le policier. Donnez-moi votre adresse à Derry et je viendrai vous prendre à 9 heures avec ma voiture personnelle. Nous serons à Haven presque au moment où le service funèbre commencera. Non, je fournirai la voiture, dit doucement Eve. Pas celle-là, elle est trop connue à Haven. J'en louerai une. Et il vaudrait mieux que vous veniez à 8 heures parce qu'on prendra les petites routes. Mais je peux vous conduire à Haven et éviter le village, dit Duggan. Vous n'avez pas à vous en faire pour ça. Oh, je ne m'en fais pas, répondit le vieil homme. Mais je veux que nous fassions tout le tour de la commune et que nous arrivions par la route d'Albion. Et je crois que je sais comment faire. Mais pourquoi voulez-vous donc entrer par ce côté? Eh bien, parce que c'est le plus éloigné de l'endroit où ils seront, et c'est par là que je veux entrer dans Haven, aussi loin d'eux que possible. Vous avez vraiment peur, n'est-ce pas? Demanda le policier. Eve approuva du chef. Et pourquoi une voiture de location? Mais, mon Dieu, que vous êtes curieux, dit Eve, en roulant les yeux d'une façon si comique que Butch Duggan sourit. C'est mon boulot, répondit le policier. Pourquoi est-ce que donc vous voulez louer une voiture? Personne à Haven n'a jamais vu que ma voiture de fonction. Personne, maintenant que Ruth est morte, ajouta-t-il après un instant de réflexion. Parce que c'est mon obsession, dit Eve Hillman, dont le visage se fendit soudain d'un sourire d'une étonnante douceur. Et on doit toujours faire attention à ses obsessions. Oh, d'accord, dit Butch, je me rends. À 8 heures, par la route que vous voudrez, dans la voiture que vous voudrez, conformément à l'obsession que vous voudrez. Mais je dois être fou, vraiment. Eh bien, demain, à la même heure, je crois que vous aurez une bien meilleure idée de ce que veut dire être fou, dit Eve. Il remonta dans sa vieille Valiant avant que Duggan ait pu lui poser d'autres questions. En fait, Butch n'avait plus de questions à poser. Il avait le cafard, comme s'il avait acheté le pont de Brooklyn le jour de son arrivée à New York, tout en sachant qu'un truc aussi énorme ne pouvait probablement pas être à vendre. On se fait prendre que si on le veut bien, se dit-il. Il avait passé 3 ans au service des fraudes et escroqueries à Augusta, et c'était la première chose qu'on y apprenait. Le vieil homme s'était montré curieusement persuasif, mais Butch Duggan savait que ce n'était pas Hillman qui l'avait persuadé de faire ça. Il avait fait le saut lui-même, parce qu'il avait aimé Ruth McCusland, et que dans 1 an ou 2, il aurait probablement amassé assez de courage pour la demander en mariage. Parce que lorsque meurt quelqu'un que vous aimez, ça laisse un trou noir au milieu de votre cœur, et qu'une des façons de combler ce trou est de refuser d'admettre que cet amour vous a été enlevé simplement par la malchance, par une malchance stupide. Il vaut mieux croire, ne serait-ce que temporairement, que quelqu'un ou quelque chose emporte la responsabilité. Ça colmate un peu le trou. Le dernier des cutéreux le sait. Avec un soupir, se sentant soudain beaucoup plus vieux que son âge, Duggan regagna son bureau. Eve se rendit à l'hôpital, où il passa près de Hilly toute la fin de la journée. Vers 15 heures, il écrivit 2 lettres. Il posa la première sur la table de nuit de Hilly, la calant bien avec un petit pot de fleurs pour que la brise, qui mutine filtrait souvent par la fenêtre, ne l'emporte pas. La deuxième était plus longue, et quand il l'eut terminée, il la plia et la glissa dans sa poche, puis il quitta l'hôpital. Il se rendit dans un petit bâtiment de la zone industrielle de Derry, sur lequel on pouvait lire « Fourniture médicale du Maine » et en dessous « Spécialiste des soins et des appareils de respiration depuis 1946 ». Il expliqua ce qu'il désirait au vendeur. Celui-ci lui dit qu'il vaudrait peut-être mieux qu'il aille à Bangor pour discuter avec les plongeurs sous-marins. Eve expliqua qu'il ne voulait surtout pas de grosses bouteilles de plongée. Il tenait absolument à ce que l'appareil soit aussi facilement transportable que possible sur la terre ferme. Il parla encore un moment avec le vendeur, puis il partit après avoir signé un contrat de location de 36 heures pour un équipement assez spécial. Le vendeur de fournitures médicales resta dans l'embrasure de la porte à se gratter la tête tout en regardant Eve s'éloigner. L'infirmière lut la lettre posée au chevet de Hilly. « Hilly, je risque de ne plus venir te voir pendant un moment, mais je voulais seulement te dire que je suis sûr que tu vas surmonter ce mauvais passage. Et si je peux t'aider à le faire, je crois que je serai le plus heureux grand-père du monde. Je pense que David est toujours en vie et que ce n'est pas par ta faute qu'il s'est perdu. Je t'aime, Hilly, et j'espère te revoir bientôt. Signé Papy. » Mais Eve ne revit jamais Hilly Brown.